Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, je suis bien évidemment heureux de vous retrouver ce soir pour ce webinaire consacré à un thème absolument central dans notre santé, qui est le système cardiovasculaire. Alors, comme vous le savez, le cœur et les vaisseaux sanguins sont au centre de notre vitalité et pourtant, on oublie souvent que leur équilibre dépend aussi directement de nos apports en micronutrition. Et si derrière l'hypertension, l'artérosclérose, pardon, ou encore de la fatigue cardiaque, se cachait simplement des déficits en micronutriments essentiels. Et c'est peut-être ça que nous allons voir, c'est d'ailleurs ça que nous allons voir ce soir. Alors pour aborder ce sujet, je serai bien évidemment accompagné de Pierre Van Lodorp. Alors s'il faut encore le présenter, Pierre, tu es licencié de l'Université de Poitiers en physiologie et en micronutriments. Tu es également nutrithérapeute et naturopathe et tu es aussi auteur de nombreux livres et également tu diriges le CFNA à Namur. Alors sur ce, ben, je vous propose de ne pas trop perdre de temps et de donner directement la parole à Pierre, qui va nous guider au travers de ce sujet essentiel pour notre santé et notre longévité. Pierre, c'est à toi. Merci Cédric, merci Nutrilogique pour me donner l'occasion de vous partager ces connaissances sur la nutrithérapie de la santé cardiovasculaire. C'est un sujet assez important parce que ben voilà, on peut agir avec pas mal de choses, pas mal de nutriments sur notre santé en général, mais il faut savoir que il y a quand même beaucoup de chances que l'on meure, vous et moi, soit d'une maladie cardiovasculaire, soit d'un cancer. C'est les plus grands tueurs au monde. Donc, avoir une stratégie pour s'en préserver est assez intéressant. Et on va voir que on a pas mal d'outils pour se prévenir cette maladie, on peut dire de civilisation, hein, parce que l'homme, en se civilisant, s'est créé beaucoup plus de maladies, notamment cardiovasculaires, à cause notamment de ces aliments transformés, cette sédentarité dont on va parler. Et donc, je vais essayer, comme d'habitude, d'être le plus pratico-pratique, de vous illustrer ça avec les compléments que Nutrilogique peut proposer et les études à l'appui, parce qu'on a beaucoup de sciences à l'heure actuelle derrière nous qui assoient un petit peu toutes ces connaissances. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de publications sur les nutriments cardioprotecteurs. Donc, pour introduire quelques chiffres pour savoir pourquoi ce sujet-là, ici j'ai repris un article de la 44e semaine du cœur en Belgique. Plus de 27 000 personnes meurent chaque année de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est franchement quelque chose d'assez important. Ici, on voit en 2019 les problèmes médicaux relatifs aux maladies cardiovasculaires les plus fréquentes, hospitalisation classique. On voit ici fonction des pathologies, insuffisance cardiaque, arythmie, accident vasculaire. Ici, 307 000 séjours relatifs aux maladies cardiovasculaires, ce qui représente environ 7,75% des séjours totaux de cette année. En comparaison avec 2018, il y a une augmentation. Et pourtant, on peut s'étonner qu'il y a encore des maladies cardiovasculaires, puisqu'ils ont trouvé des médicaments qui pouvaient justement réduire ces problèmes cardiovasculaires, hein, qui sont ces fameuses statines. Et malgré tout, on n'a pas une diminution des maladies cardiovasculaires, on a une diminution du cholestérol, ça c'est clair, mais en fait, hein, sur la mortalité, en tous les cas, ce n'est pas probant et eux-mêmes ne s'attendaient pas à avoir toujours autant de problèmes cardiovasculaires malgré le nombre de personnes qui prennent aussi ces médicaments pour soi-disant s'en protéger. Mais c'est bien, ils continuent à mourir, mais ils meurent avec des bonnes prises de sang. Donc, mais voilà, ils meurent quand même. Et des fois, on peut avoir des fois une prise de sang qui ne répond pas aux normes. Mais voilà, je dis souvent à mes étudiants qu'on n'est pas là pour soigner des prises de sang, on est d'abord là pour soigner des patients. Et on peut des fois avoir un taux de cholestérol un peu plus élevé, mais ne pas avoir d'autres facteurs de risque, puisque la personne fait du sport, mange méditerranéen. Et donc, tout ça va limiter fortement le risque, on y reviendra. En Belgique, vous voyez, le nombre de séjours relatifs aux maladies cardiovasculaires pour 1000 habitants par classe d'âge, on voit que c'est quand même, voilà, les chiffres sont clairs, c'est quand même une maladie liée à l'âge. Donc on a quand même franchement plus de risques de faire un problème cardiaque à 85 ans qu'à 20 ans. Ça va, donc comme la plupart, hein, toutes les maladies, elles sont de plus en plus liées à l'âge. Bien que le cancer, ça change, hein. On a toujours dit qu'il y avait plus de cancer parce qu'on vivait plus longtemps, donc c'est clair que c'était logique
si on vit plus longtemps, ben, on a plus de risques de faire un cancer, puisque vous savez qu'un cancer, c'est une mutation entre l'équilibre oncogène-anti-oncogène. Et donc, des mutations, on n'est plus sujet à en avoir à 80 ans, parce que la division cellulaire était franchement plus importante que quand on avait 20 ans. Mais voilà, on constate quand même il y a de plus en plus de jeunes qui sont touchés par des cancers. Et donc, revient dans les causes l'environnement, la nutrition et surtout, puisque les premiers cancers sont les cancers hormonodépendants, un cancer de la prostate chez l'homme et un cancer du sein chez la femme. Et vous savez qu'en 50 ans, ben, il y a une pollution énorme de ces perturbateurs endocriniens, de ces plastiques. Donc, une des causes qui expliquerait cette flambée de cancer chez les jeunes serait notamment ces perturbateurs endocriniens. Mais bon, c'est pas le sujet ce soir, c'est la maladie cardiovasculaire. Mais vous voyez, c'est quand même une maladie liée à l'âge. Alors, ce qui est intéressant donc, de ces jours relatifs aux maladies cardiovasculaires pour 1000 habitants par sexe, ça, je trouve ça intéressant de retrouver ces statistiques aussi parce on voit que les hommes sont un peu plus touchés que les femmes. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Ce soir, je vais vous donner des pistes et vous comprendrez que c'est assez logique qu'il y a plus d'hommes qui ont ces risques cardiovasculaires. Donc, c'est une maladie de civilisation, hein, donc cet environnement, cette mondialisation était propice au développement de cette maladie de civilisation. Alors, vous retrouvez et vous les avez déjà certainement étudiés, il y a principalement deux régimes ils sont ressortis dans la protection cardiovasculaire, hein. C'est ce fameux régime méditerranéen dont on va parler, avec ces bons acides gras, énormément de polyphénol, cette fameuse huile d'olive qui a montré un impact énorme sur la prévention primaire et même secondaire de la maladie cardiovasculaire. Et vous avez aussi le régime DASH qui a travaillé plus sur les problèmes de tension. Mais bon, il est évident qu'il faut absolument travailler et éviter qu'un patient ait une tension élevée parce que ça fatigue énormément le cœur. Et c'est un facteur, si pas le plus important, de risque cardiovasculaire d'avoir de l'hypertension. Donc, vous vous doutez, on a limité fortement le sel dans ce type de régime. Il y a plein de points communs aussi avec le régime méditerranéen, mais c'est les deux régimes que l'on retrouve avec le plus de publications scientifiques dans la protection cardiovasculaire. Alors, moi, je vais vous faire un résumé de ça et qu'est-ce qu'on retrouve et qu'est-ce qu'il faut éviter et qu'est-ce qu'il faut consommer pour avoir une bonne santé cardiovasculaire. Alors, les aliments à éviter, qu'est-ce qu'on a, j'ai trouvé ce titre cardiotoxique, je ne sais pas si c'est très français, mais éviter ces aliments-là. Donc, les graisses saturées que vous connaissez et surtout les trans qui sont assez toxiques, notamment que vous retrouvez dans les margarines, dans les produits hydrogénés, tous les produits industriels. Et pour info, le problème aussi, c'est qu'ils se retrouvent, vous le savez, dans des barquettes en plastique. Les phtalates, les bisphénols étant liposolubles, adorent le plastique. Donc, déjà, une margarine dans du plastique, ben, c'est pas consommable. Ça va, il y a une migration de ces saloperies dans l'aliment. Les excès d'acides gras oméga 6, donc pas trop d'oméga 6, même si les oméga 6 peuvent être intéressants, hein. Quand je vous ai parlé de la nutrithérapie de la femme, j'en ai fait un peu la promotion du GLA, du DGLA, parce qu'ils sont précurseurs de prostaglandine anti-inflammatoire série 1, mais ici je parle plutôt de l'acide arachidonique que vous retrouvez beaucoup dans la viande, aussi l'huile de tournesol, le maïs qui sont en fait le problème, c'est pro-inflammatoire. Donc ça, vous le savez, hein, que les oméga 6 sont plutôt pro-inflammatoires, les oméga 3 anti-inflammatoires. Et la maladie cardiovasculaire n'y échappe pas, parce que le dénominateur commun de toutes ces maladies de civilisation, ça reste l'inflammation. Ça va? Donc ce n'est pas pour rien aussi qu'on mesure la CRP. Les cardiologues utilisent aussi et regardent la CRP ultrasensible. Donc la maladie cardiovasculaire est une maladie aussi inflammatoire, comme le cancer est une maladie inflammatoire, le diabète, le surpoids. Donc si on devait faire un régime santé qui nous protégerait de la plupart de ces maladies de civilisation, ça devrait être un régime anti-inflammatoire parce que la plupart des aliments à l'heure actuelle sont pro-inflammatoires et surtout ne sont pas assez compensés dans l'assiette par des aliments anti-inflammatoires. Donc, si vous mangez de la viande et que vous mangez cette viande-là avec avec un peu
de quinoa et plein de légumes, hein, des crucifères et tout ça, c'est vrai que vous aurez de l'inflammation avec l'acide arachidique de la viande, mais si ça représente un quart de l'assiette et que les trois quarts de l'assiette sont des légumes avec une bonne huile de colza, des choses comme ça, vous voyez, vous allez quand même tamponner fortement l'aliment pro-inflammatoire parce que bon, on va pas supprimer la viande à nos patients, on va voir que certains en ont besoin, notamment les femmes, les enfants en pleine croissance, les femmes de la puberté à la ménopause pour les apports en fer, mais on va voir aussi que l'excès de fer est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, je parle de l'excès de viande et surtout la viande rouge avec trop de fer, mais chez des patients qui ont déjà des ferritines de 200, 300 et qui sont à risque cardiovasculaire, il faut vraiment le recommander d'aller vers un régime végétarien. L'excès de produits laitiers, on va aussi en parler, les glucides à haut index glycémique. Donc vous les connaissez, à tous ces sucres raffinés notamment, ou qui sont digérés trop vite, si vous voulez. S'ils sont digérés trop vite, le problème, c'est qu'ils passent vite dans le sang, ils font monter la glycémie, ils font sécréter de l'insuline. On risque une hypoglycémie réactionnelle, mais aussi on risque de faire de la glycation. Et donc ça, c'est pas bon, hein, c'est objectivé par l'hémoglobine glyquée, mais trop de sucre dans le sang, si vous voulez, va se coller à des protéines. Et ça, c'est super mauvais. Ça accélère le vieillissement. C'est vraiment, c'est quelque chose de toxique. Donc, pensez à demander l'hémoglobine glyquée de vos patients, même s'ils ne sont pas diabétiques. C'est important de voir qu'ils sont plutôt dans les normes basses que normes élevées, parce que c'est vraiment ça le problème de l'excès de sucre. Les aliments ultra transformés, le sel que malheureusement certaines personnes consomment de trop. Il y en a qui sont vraiment accros au sel, hein. Ils savent pas. J'en ai vu. Vous en voyez certainement comme au restaurant. Ils n'ont pas goûté encore leur assiette, donc ils ne savent pas si ça c'est salé. Déjà moi je trouve qu'au restaurant ben, c'est déjà trop salé parce que on n'a pas l'habitude de saler à la maison. Donc, quand je vais au restaurant, eh ben, il y en a au restaurant, puisqu'il y a toujours une salière qui est à disposition. Ben, voilà, tu les vois salés avant d'avoir goûté. Donc, ils sont vraiment accros à ça. Et tu vois, j'ai déjà vu les enfants qui suivaient parce qu'ils font comme papa et donc, ils deviennent accros au sel. Et le problème, c'est qu'ils ont réellement besoin de sel parce qu'en fait, leur palais, si vous voulez, c'est habitué. Et donc, pour eux, ça n'a pas de goût, si vous voulez. Donc, il faut vraiment des mois, des fois même des années, pour se déshabituer de ce sel et de se dire, ben voilà, non, j'en ai peut-être pas besoin d'autant et c'est aussi bon. On a le problème aussi avec le sucre. Les cuissons aussi toxiques, hein, les barbecues, les fritures qui vont libérer des hydrocarbures, hein, quand vous avez le gras qui tombe sur le charbon de bois, ben, ça libère du benzopyrène, une substance très toxique, cardiotoxique. L'excès d'alcool, on va en parler, la caféine aussi, et les toxiques en général. Et donc, par contre, on va faire la promotion des bons aliments, qui sont plutôt les produits, les graisses polyinsaturées. On va beaucoup parler de l'huile d'olive, qui est vraiment euh, l'utilité, je sais bien, nous, enfin, il y a beaucoup de Français qui nous écoutent et tout ça, mais moi, je suis de la région liégeoise et près du plateau de Herf. On fait beaucoup la promotion du beurre. Bon, un petit peu, pourquoi pas, mais l'huile d'olive est franchement beaucoup, beaucoup plus intéressante. Il y a des substances dedans que vous retrouvez, notamment des polyphénols, parce que, vous voyez, on pense souvent l'huile d'olive, elle est bonne parce que c'est un acide gras monoinsaturé. Oui, mais ça, vous pourriez l'avoir dans plein d'autres aliments, même l'huile de tournesol. Vous avez plein d'acides gras monoinsaturés dans l'huile de tournesol. Donc, l'huile d'olive est bonne, pas que par sa composition en acides gras, mais aussi par ce qu'elle apporte en plus, notamment chez les oliviers qui ont 200-300 ans qui sont pas traités justement et qui ils ont pu sécréter une substance qu'on appelle l'hydroxytyrosol et c'est ces substances-là qui est aussi cardioprotectrice. Ça va? Donc ne vous dites pas l'huile d'olive est bonne parce que ça a un 6 grammes monoinsaturé. Oui, on en a besoin, c'est bien, mais elle est surtout bonne parce que elle est riche en certains polyphénols. Les oméga 3, on va beaucoup en parler, beaucoup de végétaux, des protéines végétales, hein. On devrait consommer 2 tiers de protéines végétales pour 1 tiers de protéines animales, des aliments à faible index glycémique, des aliments peu transformés, beaucoup d'aromates et d'épices. Pourquoi? Ben parce que c'est protecteur, on va le voir. Je vous ai trouvé des études sur le curcuma, on sait anti-cancer, mais il est cardioprotecteur aussi.
Et surtout, l'avantage, c'est que vos patients qui vont utiliser plus d'épices, automatiquement vont se détourner du sel. Ça va, nous, un principe que l'on enseigne en nutrithérapie, c'est pas de réprimer les mauvais aliments en disant aux gens, c'est mauvais, il faut pas le manger, c'est toxique, ça marche pas, ça. Mais par contre, on peut essayer d'intégrer des bons aliments qui vont commencer à chasser les mauvais. Vous voyez, un peu comme des bonnes habitudes chassent les mauvaises habitudes. Mais les gens, ils veulent arrêter des mauvaises habitudes sans d'abord introduire des bonnes. Et ça, c'est un peu dommage. Et c'est notre rôle, justement, de leur apporter, justement, tous ces bons aliments. J'avais encore une patiente tout à l'heure qui me disait, ah oui, mais c'est chiant de manger sainement, ça n'a pas de goût, c'est fade. Donc, en fait, vous voyez, il y a encore des gens qui pensent ça, et mon travail a été de la conscientiser sur qu'il y avait énormément de choses qu'elle n'avait jamais goûtées, en fait. Quand elle fait ses courses, c'est toujours le même caddie, hein, et elle avait des a priori sur des aliments qu'elle n'a jamais mis dans son caddie. Donc, c'est notre rôle de lui faire découvrir que oui, il y a plein de mauvais aliments pour la santé, mais il y a aussi plein de bons. Il y a énormément de bons, mais comme les gens ne les achètent pas, ne les connaissent pas, ben voilà, ils se contentent, ils n'ont pas, et c'est notre rôle par des ateliers cuisine, il y en a certainement qui m'écoutent qui en font, c'est obligé, on doit vraiment prendre les gens de plus en plus par la main, parce que voilà, je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, mais moi quand je remets mes recommandations alimentaires, mes conseils, on donne des belles farces, des petits trucs, je leur fais même une liste des courses, tu vois, donc on va loin, hein. Alors, ils font les courses avec ma petite liste, hein. En plus, je les envoie dans des magasins bio, ils me connaissent. Donc, à la limite, ils ont même quelqu'un qui les accompagne pour faire les courses. Donc, Alors, ils ont tous acheté. Ils ont acheté le quinoa, le tofu, le curcuma, le gingembre. Ils ont fait mon petit mélange. Et au final, et je dis, ça va, vous? Oui, oui, oui. Mais je dis, vous le mangez tous les jours, votre cuillère à café, du mélange d'épices, votre huile de colza. Non, en fait, ils l'ont acheté, c'est dans l'armoire, mais c'est pas consommé, vous voyez, parce que des fois, ils ont acheté le quinoa, mais ils savent pas comment le cuisiner, hein. Ou alors ils le font, vous voyez, comme on cuit du riz, ils le mettent bêtement dans de l'eau, alors c'est pas bon, c'est fade. Et donc ils ont essayé une fois, le mari dit que c'est dégueu, et voilà. Et donc on doit leur apprendre à comment cuisiner. Moi, je leur dis de le faire comme un petit risotto avec de l'huile d'olive, un petit peu des oignons, du mélange curcuma. On met son quinoa et puis on met un peu d'eau. Et là, ça devient sympa et ça devient bon. Donc, je veux dire par là que donner des conseils, c'est bien, mais le but, c'est que ces conseils que je vous partage ce soir soient vraiment mis en place, et il faut des fois vraiment les accompagner jusque dans la cuisine pour pouvoir leur permettre d'intégrer ça. Parce qu'une fois que c'est acquis et que ça leur plaît, là, ils auront envie de le refaire, vous voyez. Donc, c'est pas, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont la mauvaise volonté de ne pas le faire, mais ils n'ont pas les connaissances. Et c'est vraiment notre rôle, c'est d'apporter ces connaissances sur les nutriments pour les initier à changer, et aussi que ça plaise à la famille et tout ce qui va avec. Donc les cuissons douces, naturellement, les eaux, les boissons riches en antioxydants, le thé vert, on voit l'hibiscus, exceptionnel. Vous allez voir les études qu'il y a sur cette tisane d'hibiscus et les gens qui souffrent d'hypertension, tu vois. Donc c'est aussi antioxydant que le thé vert. En plus, c'est pas du tout astringent comme le thé vert. Et donc, quand vous avez des gens qui souffrent d'hypertension, ben, c'est la boisson de référence, c'est la tisane d'hibiscus. Les aliments bio locaux de saison. Donc, je vais faire un zoom, si vous voulez, sur quelques cardioprotecteurs spécifiques et revoir un petit peu la littérature avec vous. Il y en a plus que ça, hein, on est d'accord, mais bon, j'ai qu'une heure, et donc je suis allé à ceux qui me paraissent les plus importants et les plus intéressants, et aussi les plus faciles à mettre en place chez nos patients. Les fameux oméga 3. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est les oméga 3, tout ça, vous êtes au courant, mais on va voir les études qui ont montré l'impact des oméga 3 sur les maladies cardiovasculaires. Ici, une étude menée dans 7 pays avait révélé que la mortalité par cardiopathie ischémique était plus faible au Japon et dans les pays méditerranéens qu'aux États-Unis et dans les pays d'Europe du Nord, et avait mis en évidence le rôle des acides gras insaturés abondants dans l'alimentation japonaise et méditerranéenne. Une étude épidémiologique menée auprès des Inuits du Groenland suggère que l'huile de poisson est importante dans la prévention de ces maladies euh, athé- artérosclérose.
Association ici entre le niveau de consommation de poissons et la mortalité due à la coronopathie chez 852 hommes d'âge moyen, ADEM et coronaropathie, pardon, est suivi pendant 20 ans. Donc vous voyez ici le risque diminue. C'est une étude avec le poisson, voilà. Après, moi je préférais recommander de l'huile de poisson que le poisson pollué avec les métaux lourds et surtout les microplastiques. Mais on voit que l'impact des oméga 3 est réel. Pourquoi? Bah, parce que ces oméga 3 vont cascader en EPA, DHA, et ils vont faire, si vous voulez, des messagers, les résolvines, les protectines, les prostaglandines, anti-inflammatoires, qui vont avoir un effet sur la résolution de l'inflammation, sur la fluidification du sang, puisque vous avez vos globules rouges qui sont entourés d'une double couche phospholipidique. Si elle est saturée d'acide gras oméga 3, ben, vous avez vos globules rouges qui vont pouvoir mieux s'infiltrer, je l'ai ici, dans les vaisseaux. Parce que si vous voulez, aux extrémités, si vous voulez, vos artères ont l'épaisseur d'un cheveu, donc c'est très très fin. Or, il faut apporter la nourriture, l'oxygène. Donc ces globules rouges ont besoin de se déformer pour pouvoir atteindre leur objectif. Et donc, si vous n'avez pas assez d'acides gras polyinsaturés oméga 3, ben, vous aurez des membranes qui seront trop rigides et donc ça peut donner les extrémités froides, les doigts blancs. C'est pas que ça, hein. C'est aussi un manque de magnésium parce que les gens stressés, vous leur serrez la main, ils ont souvent les extrémités froides parce qu'en fait, ils spasment leur petite artériole, si vous voulez, par manque notamment de magnésium, puisque le magnésium, vous savez, c'est un décontractant, mais ça décontracte aussi tous les muscles lisses, si vous voulez. Et donc, si vous avez manqué pas de magnésium, que vous prenez bien des oméga 3 et tout ça, vos globules rouges pourront atteindre leur objectif. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, quand vous voyez une double couche phospholipidique comme ça, bah, c'est ce que vous voyez, les bras cassés, bah, c'est des doubles liaisons, si vous voulez. Et c'est pour ça que plus il y en a, plus il est polyinsaturé. Et donc, plus la membrane va être fluide, si vous voulez, grâce à ces acides gras polyinsaturés. Donc, ça agit sur les lipides. Si vous voulez, les triglycérides vont diminuer quand vous donnez des oméga 3. C'est pas compliqué à comprendre, puisque vous voyez, un triglycéride, c'est un glycérol et trois chaînes d'acides gras. Si vous voulez, ils tournent dans la circulation. Mais s'ils sont saturés de graisses saturées, ces triglycérides, parce que voilà, vous avez le triglycéride, mais vous ne savez pas de quel acide gras il est composé. Donc, si le patient consomme beaucoup de beurre, beaucoup de saindoux, de la graisse de coco et tout ça, ben, vous allez avoir des triglycérides chargés en graisse saturée. Mais ça, c'est très difficile à oxyder par le corps. C'est presque inoxydable, si vous voulez. Les oméga 3 donnent beaucoup plus d'ATP que des graisses saturées. Donc, si vous rechargez les triglycérides en acides gras polyinsaturés oméga 3, vous allez permettre de reconsommer, donc de diminuer les triglycérides de votre patient. Donc c'est un peu contre-intuitif, hein. C'est une graisse et je vous dis de donner du gras à votre patient, des oméga 3 pour faire diminuer cette même graisse. Et bien grâce à la saturation d'oméga 3 de ces triglycérides, ils vont être en circulation et ils vont être consommés, métabolisés par nos centrales énergétiques et donc dans la biologie, vous verrez qu'ils diminuent. Ça diminue l'inflammation, ça améliore la fonction endothéliale, ça crée une vasodilatation et je vous l'ai dit, ça diminue l'agrégation plaquettaire. C'est bien, mais pas bien. Donc, si vous avez un patient qui va subir une opération ou quoi, ben, n'exagérez pas non plus, parce qu'il faudra aussi une bonne agrégation plaquettaire pour bien cicatriser. Donc, voilà, il y a quand même des précautions à prendre avec les oméga 3. On n'en donne pas dans les 10 15 jours qui précèdent une opération pour empêcher ça, pour avoir une bonne agrégation, puisque ça fluidifie aussi le sang, et donc on va être vigilant à ce niveau-là. Donc, résumé, ça augmente la fonction des mitochondries et c'est aussi un bon carburant des mitochondries. Vous voyez, donc quand vous donnez des oméga 3, vous allez faire facilement 200-300 ATP par rapport à des acides gras saturés. Donc, c'est un bon carburant aussi des mitochondries et ça va aussi se mettre dans la membrane des mitochondries. Ça diminue l'arythmie, ça diminue l'hypertension, ça diminue les triglycérides. Je vous ai expliqué pourquoi, la fréquence cardiaque, les risques de résténose et la mortalité par infarctus.
Donc, je ne peux que vous encourager à prendre comme moi un complément d'oméga 3 régulièrement. Avant, c'est vrai qu'il y a 20 ans d'ici, j'essayais principalement de l'apporter dans l'assiette chez mes patients. Alors, vous pouvez apporter de l'acide alpha-linoléique facilement par l'assiette. Donc, ce n'est pas, à mon sens, utile d'en apporter en complément alimentaire puisque vous avez des huiles qui en sont plus riches, hein, l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de cameline. Donc, ça, franchement, c'est très facile d'avoir 1 à 2 cuillères à soupe par jour dans vos légumes. Alors, certains patients, je vous donne des trucs parce qu'ils me disent, ah oui, mais monsieur Ador, moi, je ne mange pas des crudités tous les jours, donc je ne saurais pas manger mon huile de colza 2 cuillères à soupe comme vous me le recommandez. Mais je dis, c'est pas grave. Si vous faites des légumes cuits, vous mettez dans votre assiette, vous mettez vos mélanges d'épices et vous mettez l'huile dessus. Il n'y a pas de souci. Ça va, parce que c'est vrai, et ça vous le savez, qu'on ne doit pas cuire les acides gras oméga 3, de fait de qu'ils sont fragiles. Ils ont une capacité à rancir beaucoup plus rapidement que des graisses saturées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont liquides à température ambiante et le beurre est solide à température ambiante, si vous voulez. Donc, il va rancir de ce fait un peu moins vite que si vous prenez des sardines, si vous voulez, et que vous ne les mettez pas au frigo. Bah après, je sais pas, moi, 24 heures, ça va commencer à puer. En fait, l'odeur que vous sentez, c'est une odeur de ranci liée à l'oxydation des oméga 3. Donc, c'est très fragile, les oméga 3. Donc, on va voir que comme ils sont fragiles, il leur faut aussi des vitamines liposolubles qui vont les protéger. Donc, j'en profite pour vous dire, si vous avez, par exemple, une maman qui vient, qui se tracasse un peu de son gamin de 16 ans, parce qu'en fait, elle aimerait bien qu'il se concentre un peu mieux à l'école. Elle a lu dans un article qu'il fallait prendre des oméga 3 parce que c'était bon pour le cerveau. Faites attention, prévenez votre patient de lui dire, ben voilà, non, ne donnez pas des oméga 3 si votre fils n'a pas une alimentation suffisamment riche en antioxydants parce qu'on risque que ces oméga 3 n'arrivent pas à destination du fait qu'ils vont être oxydés, ça va, ils vont rancir. Donc, toujours associer des oméga 3 avec des antioxydants pour les protéger. Alors, j'ai déjà eu la question d'un étudiant qui me disait, oui, mais il y a de la vitamine E dans les oméga 3, et c'est vrai, mais c'est une vitamine, si vous voulez, qui permet de protéger l'oxydation au sein de la capsule, si vous voulez. Mais ça ne peut pas apporter suffisamment de vitamine E que pour vous protéger des oméga 3 une fois qu'ils sont digérés. Ça va? Donc, je ne peux que vous encourager à prendre des oméga 3 plutôt en complément alimentaire euh, si- pour substituer au poisson. Ça va? Donc, je vous ai dit, l'acide alpha-linoléique, c'est très facile de l'avoir dans l'huile de colza. Mais les oméga 3 d'origine marine, ce sont de l'EPA, de la DHA. Et ça, alors vous allez me dire, pour ceux qui ont étudié ça, vous allez me dire, oui, mais ça peut cascader. Et c'est vrai, vous avez raison. Mais certains de vos patients vont moins bien cascader en EPA DHA du fait qu'ils n'ont pas suffisamment des enzymes comme les élongases, les désaturases, et ça, c'est des fois rien que lié à l'âge. Vous avez aussi des patients qui ont des infections chroniques, vous avez des gens qui sont carencés en zinc, mais bon, ça, vous pouvez encore y remédier, qui est très important pour ces enzymes-là. Vous avez des patients qui sont diabétiques, donc eux, on sait qu'ils cascadent mal. Donc, et vous pouvez aussi avoir des patients qui sont végétariens, donc ils vont avoir le acide alpha-linoléique, mais ils ne vont pas avoir le PDHA qu'ils trouveront dans les produits d'origine marine, bien que maintenant, vous avez des algues aussi qui en contiennent pour avoir une alternative pour les véganes. Mais donc, voilà, j'espère que je suis bien clair, mais comprenez que quitte à prendre un complément d'oméga 3, prenez un complément d'oméga 3 EPA-DHA. Ça n'aurait pas de sens d'aller prendre un complément d'oméga 3 avec de l'huile de lin dedans, parce que ça, c'est très facile de le mettre dans l'assiette. Ça va, on essaie toujours, hein, je suppose que vous travaillez comme moi, d'apporter tous ces bons nutriments d'abord dans l'assiette et un complément alimentaire est là pour combler une faiblesse de l'alimentation. Et là, on a une faiblesse parce qu'on pourrait apporter du thon si on donne du thon à nos patients, de l'espadon, du saumon, ils vont avoir des oméga 3 d'origine marine, ça c'est clair, mais ils vont aussi avoir toutes les saloperies avec, et ça on ne veut pas. Surtout chez les petits-enfants, moi mes enfants, je leur donnais jusqu'à l'âge de 3 4 ans un complément, vous voyez, comme ma grand-mère avait de l'huile de foie de morue, ben moi je leur donnais une petite cuillère à café d'huile de poisson, parce que je ne leur ai jamais donné de poisson jusqu'à l'âge de 3 ans, parce que plus les enfants sont petits, et notamment même les fœtus, si vous voulez, sont encore plus sensibles à ces perturbateurs endocriniens, ces microplastiques qu'on trouve dans les poissons.
Je vous ai mis ici, vous pourriez dire, mais ça c'est la Q10, ben, c'est une bonne association si vous voulez. Q10 oméga 3, j'aime beaucoup. Parce que la QD, si vous voulez, c'est quelque chose qui est super liposoluble. Et donc, des fois, j'ai des patients, des fois, qui prennent de la QD et j'ai peur qu'ils ne la prennent pas toujours avec du gras. Et donc, je ne sais pas si Nutrilogique l'a fait dans cette intention-là, mais ça a du sens, si vous voulez, de mélanger de la Q10 avec du gras. Ça va potentialiser les 200 milligrammes de Q10 que vous avez, parce qu'ils sont avec des oméga 3. Donc, en plus, ça revient moins cher de prendre ce complément avec les deux dedans que de prescrire, voilà, de la Q10 et des oméga 3 séparément. Ça va coûter plus cher à votre patient. Et je pense, je n'ai pas de preuves, mais je pense que la Q10 prise toute seule va être moins bien absorbée que si elle est associée aux oméga 3 parce qu'elle est liposoluble. Donc, toujours bien dire à vos patients, la Q10, on prend ça avec un repas gras, comme vous le savez, la vitamine D par exemple. L'huile Alors, d'olive, je me permets, Pierre, justement, c'est tout à fait ce que tu as dit, c'est tout à fait exact. Et qu'on s'est vite aperçu que les personnes qui prenaient de la CoQ10 prenaient aussi des oméga 3, ça leur faisait deux gélules à prendre plutôt que de pouvoir tout prendre dans une seule gélule. Alors oui, le prix est un peu plus élevé que si on prend la Q10 seule, évidemment, mais c'est beaucoup moins cher que si on prend la Q10 et les oméga 3 séparés. Et c'est aussi une gélule en moins à prendre parce qu'on sait quand on a le magnésium, la vitamine D et les omégas à prendre, ça fait quand même beaucoup de petites gélules à prendre et c'est parfois pas sympa. Donc oui, effectivement, c'est une question de coût et de facilité. tout à fait. Et donc, et je pense, à peut-être parler avec les scientifiques, mais je pense que les 200 milligrammes de Q10 qu'il y a dans la Q10 oméga 3 sont certainement mieux assimilés que les 200 milligrammes pris sans les oméga 3. Je suis presque sûr. Alors, l'huile d'olive. Donc ça, on peut en trouver de qualité, mais c'est pas simple, hein. Vous allez voir, c'est pas toujours facile de trouver de l'huile d'olive de bonne qualité. Et surtout, parce que je vous l'ai dit, ce n'est pas que par ces acides gras monoinsaturés, c'est surtout par les polyphénols. Et là, on a plein d'études. L'huile d'olive augmente les défenses antioxydantes. Vous voyez, c'est une source d'antioxydants, l'huile d'olive et anti-inflammatoire. Il y a des effets cardio et vasculoprotecteurs, diminution de l'oxydation de LDL. Si vous voulez, le cholestérol, le LDL qui est vulgairement appelé mauvais, mais il n'a rien de mauvais, parce que si on n'avait pas de LDL, on ne pourrait pas apporter aux cellules qui ont besoin de cholestérol du cholestérol. Le LDL n'est pas du cholestérol. Le LDL, c'est une protéine de transport du cholestérol. Et ce LDL, si vous voulez, va aller apporter le cholestérol dont on a besoin. Et puis, il va être, si vous voulez, il va changer d'étiquette. La peau B, il va passer à une étiquette à peau A et qui va justement repartir sous forme de HDL pour retourner au niveau du foie, être rond-conjugué, être éliminé au niveau du foie. Puis vous avez la vésicule biliaire qui va flusher, qui va éliminer cet excès de cholestérol. Donc, ce qui est dangereux, c'est l'oxydation du cholestérol LDL. Parce que s'il est oxydé, le LDL, si vous voulez, il ne va pas pouvoir se transformer en HDL. Et c'est ça qui est embêtant. Et donc, il ne va pas savoir retourner. Et donc, une alimentation méditerranéenne est une alimentation riche en antioxydants qui protège le LDL, qui ne va pas le diminuer. Les Méditerranéens n'ont pas moins de cholestérol que nous, mais ils ont moins de maladies cardiovasculaires. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on a moins de cholestérol que les Méditerranéens, et pourtant on a plus de maladies cardiovasculaires. Eux, ils en ont plus, mais comme ils ont une alimentation cardioprotectrice qui protège ce cholestérol de l'oxydation, ça leur évite de faire des maladies cardiovasculaires. Vous voyez, donc c'est très important cette notion d'oxydation du cholestérol et qui devient à ce moment-là hétérogène. Ça, c'est parce qu'en fait, le LDL ne s'est pas retourné, parce qu'en fait, l'étiquette, si vous voulez, euh, ça doit, c'est un peu comme si vous recevriez un courrier, vous voyez, vous recevez un courrier de la poste, et vous avez le destinataire, mais vous avez euh, allez, le destinataire, celui qui envoie, on l'appelle enfin, celui qui vous a envoyé le courrier, si vous voulez, à l'adresse. Et donc, ça, si vous voulez, ça peut être abîmé. Et donc, si vous ne savez pas lire l'adresse, vous ne savez pas lui renvoyer. OK? Donc, c'est ce qui se passe avec le LDL. Si l'étiquette du LDL, la peau B, n'est pas lisible, si vous voulez,
C'est un globule blanc qui s'occupe de ça, notamment de changer l'étiquette. Il ne sait pas le retransformer, le renvoyer d'où il vient, c'est-à-dire le foie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des autres types de cellules qu'on appelle des scavengers, des récepteurs, si vous voulez, qui vont prendre ce cholestérol et en fait, il va pas être renvoyé et là, il devient hétérogène, si vous voulez, parce qu'il ne s'est pas retourné au niveau du foie. Donc, c'est très important d'éviter cette oxydation de l'étiquette du LDL qu'on appelle l'ApoB pour qu'il puisse retourner au niveau du foie. Et donc, s'il n'y a pas que l'huile d'olive qui fait ça, ce sont les antioxydants. Ici, dans la cohorte prédimètre, regroupant 7216 hommes et femmes à risque cardiovasculaire élevé, une consommation élevée d'huile d'olive est associée à une réduction de 35% des événements cardiovasculaires et de 48% de la mortalité cardiovasculaire. Le résultat s'améliorera encore en utilisant une huile d'olive vierge, extra vierge. C'est logique parce que vous aurez encore plus de polyphénol et notamment de l'hydroxytyrosol. Donc, votre huile doit être verte. Elle ne peut pas être transparente. Et certains fabricants ne sont pas au courant de ça, donc ils la filtrent. C'est dramatique. Ils filtrent pour qu'elle soit bien dorée, bien limpide, qu'elle soit pas trouble. Parce que certains consommateurs, ben, ils veulent pas cette huile-là parce qu'ils voient qu'il y a des dépôts au fond. Mais c'est justement ça qui est bon dans l'huile, c'est le dépôt en fait. C'est là que se trouve l'hydroxytyrosol. Donc on va favoriser, vous le savez, un maximum d'oméga 9 sous forme d'huile d'olive, j'insiste, des oméga 3 sous forme d'huile de colza, oléagineux, graines de lin et peut-être un peu de poisson, mais je vous recommande plutôt de prendre des compléments d'huile de poisson qui sont riches en EPA, DHA. Voilà, moi je consomme encore des sardines, du maquereau, du hareng, mais j'essaie d'éviter au maximum les poissons prédateurs qui sont plus riches en ces substances toxiques. Alors, Nutrilogique a aussi une huile d'olive. Elle n'est pas au prix de celle du Colruyt, mais elle est beaucoup plus riche en substances dont je vous parle. Vous voyez, je vous parle de l'hydroxytyrosol, mais il y a plein d'autres dérivés. Et ils ont pu, parce que en fait, j'ai contribué par hasard à l'importation de cette huile qui vient de Crète, parce que je vais assez souvent en Crète et j'ai rencontré, en fait, c'est vraiment par hasard, en fait, je me promenais dans un marché en Crète et je vois une huile d'olive et je vois en fait à côté, à la droite, un tableau avec la teneur, si vous voulez, en oleuropéine, en hydroxytyrosol, en fait, toutes ces substances. Je dis, oh, c'est génial. Moi, je sais que c'est bon, mais je n'ai jamais pu acheter une huile où j'étais certain qu'il y en avait. Moi, mon baromètre, si vous voulez, entre guillemets, c'était bio, pression à froid et qu'elle soit trouble. Mais bon, j'avais aucun moyen de mesurer cette teneur. Et là, j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'étais justement avec Salvatore Piscopo en Crète, qui est le directeur de Nutrilogique. Et alors, on a demandé à la dame qui faisait le marché, mais je dis, vous avez eu cette étui-là? Ah ben, elle vient de ce fabricant-là. Alors, elle nous a donné le numéro de téléphone, on lui a téléphoné, il nous a fait visiter parce que ça a passionné. On a été voir ces oliviers qui ont 200-300 ans dans la montagne. Et alors, voilà, une manière de le produire, je vous passe toutes les étapes, mais on est tombé amoureux de, ce, de cette huile d'olive, mais aussi de tout ce qu'il y avait derrière et de la conception, parce que c'est quelqu'un qui fait très attention. Vous voyez, par exemple, il met l'huile d'olive dans une bouteille foncée, mais vous voyez, sans plomb, parce que nous, la plupart des bouteilles que vous voyez foncées, on vous a dit de prendre des foncées pour pas qu'il y ait de lumière qui traverse et qui oxyde, ça a du sens. Mais il faut du plomb pour la noircir, ah, génial. Vous savez, le plomb, c'est pas génial pour la santé. Enfin, et puis au-dessus, vous avez des bouchons en plastique. Alors, on vous dit d'acheter des bouteilles en verre, mais avec du plastique sur le capuchon. Alors, vous avez des perturbateurs endocriniens qui sont dans votre huile, ça va pas. Et lui, il connaissait tout ça, il met des bouchons en liège, enfin, il allait très loin. Donc,
Et donc, c'est assez marrant. Et maintenant, je pense que Nutrilogique a de ces très, très bons clients et on apporte cette huile-là, ils apportent cette huile-là de Crète. Et donc, voilà, au prix qu'elle coûte, ben, la mettez pas dans votre petite salade, prenez-la comme un complément alimentaire. Et moi, j'en prends en complément, mais voilà, elle est délicieuse, elle est un peu piquante naturellement. Et vous en prenez une cuillère à café par jour. Et fonction de vos patients, là, vous êtes certain que vous en avez. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai de la famille en Italie qui ont le. Oui, elle est certainement très bonne, mais c'est très, très compliqué des fois d'avoir la teneur. Et en tous les cas, nous, en tant que nutrithérapeute, médecin et tout ça, ben, on a besoin des fois de savoir ce qu'on donne réellement à notre patient. Parce que leur dire acheter de l'huile d'olive, ben, vous ne risquez pas, en tous les cas, d'avoir les effets protecteurs de l'huile d'olive en fonction de ce que votre patient va acheter. Vous voyez, si c'est la bête d'huile d'olive du supermarché, ben, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes effets protecteurs qu'une huile d'olive de qualité. Plus de végétaux. Donc, les résultats des études ne laissent aucun doute. Consommer plus de végétaux protège des maladies cardiovasculaires, mais aussi de nombreux cancers, du surpoids, du diabète, de la plupart des pathologies dégénératives. Donc, on a tous intérêt, vous et moi, à devenir de plus en plus végétariens et mettre vraiment, faire nos repas autour des végétaux. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas contre la viande, hein, mais du matin au soir chez mes patients, il y a quand même, je le dis quand même à plein d'hommes de diminuer leur consommation de viande et je le dis quand même à pas mal de femmes d'en consommer un peu plus parce que surtout si elles ont leurs règles, parce que je constate des fois des ferritines un peu basses. Et donc la viande, si vous voulez, notre discours doit être... c'est vraiment, si vous voulez, c'est intéressant, hein. Un aliment n'est pas bon ou mauvais, il peut être bon ou mauvais fonction de qui va le manger. Vous voyez, moi quand j'achète du boudin noir à ma fille, si je le mange, ça me fait du tort, c'est mauvais pour moi. Mais à ma fille, ça lui fait du bien. Vous voyez, donc c'est vraiment qui va le manger aussi qui va avoir ses effets positifs ou négatifs. Pour chaque portion supplémentaire de fruits ou de légumes quotidiens, le risque d'infarctus diminue de 4%. Les effets les plus marqués sont liés aux légumes verts, à feuilles et aux végétaux riches en vitamine C. Vraisemblablement, le plus gros consommateur de fruits et légumes ont une incidence réduite de 20 à 34%. Donc, ça vaut vraiment le coup de manger ces végétaux. La consommation de légumes est associée à une réduction du risque d'hypertension. Et les plus gros consommateurs et de fruits et de légumes ont une incidence réduite de 77% ici. Les résultats les plus impressionnants sont ceux d'une cohorte de l'AN26 regroupant 96 000 participants et dans laquelle une alimentation végétarienne réduit la mortalité cardiovasculaire de 26 à 68%. Vous voyez, quand vous avez votre patient qui a fait une biologie, qui va chez son médecin, qui dit, ah, tu as un risque cardiovasculaire, en plus tu as trop de cholestérol, il prend la statine. Malheureusement, il se croit naïvement protégé d'une maladie cardiovasculaire parce que son médecin le félicite d'avoir un taux de cholestérol bas. Il n'a rien fait pour l'avoir bas. Il a pris une statine qui inhibe la HMG réductase et qui empêche la fabrication de cholestérol. Donc, c'est super facile d'avoir plus de cholestérol avec une statine. Mais vous voyez, la mortalité cardiovasculaire ne va pas forcément diminuer s'il n'y met pas un régime méditerranéen avec. Et c'est ça des fois qui est dommage, c'est que les gens se croient naïvement protégés parce qu'ils prennent un médicament. Et combien de fois on n'entend pas, ah oui, mais j'ai pas de cholestérol, j'ai pas de souci. Alors ils bouffent n'importe quoi, ils n'ont pas de cholestérol, ils se croient protégés. Et la personne qui mange, qui a un peu de cholestérol dans sa prise de sang, mais qui mange beaucoup de végétaux, qui fait du sport, qui ne fume pas, eh ben, aura une santé cardiovasculaire beaucoup plus intéressante. Vous voyez, mais bon. Les boîtes de sardines, les légumes sont pas brevetables, donc ça intéresse moins Big Pharma. Toutes les périodes de la vie ne sont pas propices à des régimes végétaliens. Je vous le rappelle, il faut faire attention, les enfants, les adolescents et la grossesse, de ne pas leur retirer les produits d'origine animale. Alors, si vous avez des polyphénols, hein, vous savez, dans tous les fruits, dans tous les légumes et tout ça, plus ils sont colorés, mieux c'est. Vous voyez, plus ça tâche. Ouais, le curcuma, il en est plein, mais il tâche beaucoup. Les myrtilles, ça tâche. Donc, ils en ont énormément de ces polyphénols.
Et donc, si vous voyez que votre patient en manque et qu'il ne mangerait pas assez de ces polyphénols, ben, vous avez un produit qui peut en apporter. Il n'y a pas beaucoup de labos qui proposent des complexes de polyphénols. Il y a plein de labos qui proposent des complexes d'antioxydants. Mais en tous les cas, ce qui est génial avec les polyphénols, c'est qu'ils ont vraiment plein d'effets et aussi au niveau de l'inflammation et aussi au niveau de la flore. Donc, ça m'arrive très souvent, si vous voulez, d'utiliser phénolactif comme prébiotique. Oui, ça, les gens pensent toujours aux fibres, c'est clair, mais si vous voulez, par exemple, que votre patient fasse plus de butyrate, eh bien, il va falloir lui donner des prébiotiques. Alors, il y a les fibres, mais les polyphénols et aussi les oméga 3 sont reconnus comme des prébiotiques. Et donc, ça va aussi permettre d'asseoir une bonne flore. Donc, intéressant aussi, hein, c'est pas le sujet de ce soir, mais la flore, vous savez l'impact que ça a sur notre santé. Mais indirectement, vous agissez sur la flore, vous protégez de l'oxydation des LDL. Et donc, vous voyez, ils ont été chercher des extraits de cacao, de grenade, d'orange, de myrtille, de feuilles d'olivier. Donc là, vous avez un bon mix de polyphénol. Mais voilà, moi, c'est quelque chose que je prends très régulièrement. L'ail, très intéressant. Ça, j'en prends aussi tout le temps. Et pour en avoir régulièrement, si vous voulez, je consomme de l'ail mariné, si vous voulez, pour quand même avoir une vie sociale. Donc, quand vous prenez de l'ail mariné, vous n'avez pas de relent, si vous voulez. Donc, voilà, vous achetez en magasin bio ou dans des épiceries italiennes un peu d'ail, enfin des petits pots en verre, hein, je vous rappelle, ou vous le faites vous-même, hein, c'est pas si compliqué. De l'ail mariné dans de l'huile d'olive et vous en prenez une tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un hypotenseur et c'est aussi un antithrombotique. Et ça, c'est quand même génial parce que si vous avez, et on en fait tout le temps, des micro-lésions au niveau de notre endothélium, hein, donc on peut avoir des micro-lésions qui se font au niveau de nos artères et donc il va y avoir une agrégation plaquettaire. Quand vous avez une agrégation plaquettaire, si vous voulez, ces plaquettes, elles sont dans votre torrent circulatoire. Donc elles doivent bien colmater. Si vous voulez, quand vous saignez, vous mettez un pansement qui colle, sinon il tombe. Ben, vous imaginez, dans la lumière de l'artère, vous avez un courant circulatoire très important. Donc, si la plaquette se met dessus, ben, elle va directement foutre le camp. Donc, qu'est-ce que le corps a mis en place? Il a mis de la fibrine. Vous imaginez que c'est comme allez, je sais pas moi, un filet de pêche, si vous voulez, qui vient se mettre pour coller les plaquettes, si vous voulez, contre la paroi, si vous voulez. Voilà, pour le dire comme ça. Et donc, ça va permettre, cette fibrine-là, si vous voulez, de tenir les plaquettes et de cicatriser la microlésion. Alors, ça serait embêtant parce que imaginons cet amas de plaquettes, s'il se détache d'un coup, eh ben, ça peut créer un AVC, vous voyez? Donc, heureusement, le corps a mis en place un système pour dissoudre les caillots. C'est génial parce que sinon, si on ne dissout pas les caillots, ben, vous avez les caillots qui se détachent et on fait des embolies pulmonaires, des AVC, donc c'est embêtant. Eh bien, on a un système de nettoyage des caillots qu'on appelle la fibrinolyse. Ça va? C'est dissoudre les caillots. Eh bien, vous n'avez qu'un aliment qui arrive à soutenir ça, c'est l'ail. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. Et donc, je vous encourage quand même à regarder chez vos patients s'ils ont une bonne fibrine, s'ils arrivent à bien avoir un système de fibrinolyse correct. Et vous avez des patients qui ont des facteurs de fibrinolyse ABC, on appelle ça. Et donc, vous pouvez l'objectiver par la LP petit a. Vous faites doser une fois chez votre patient la LP petit a. Il y a besoin de le faire qu'une fois parce que c'est quelque chose de génétique. Donc, LP et petit a. Et, et si elle est élevée, ça veut dire que votre patient n'a pas un bon. Enfin, il a le facteur de fibrinolyse abaissé. Et là, vous avez intérêt à lui conseiller de bouffer de l'ail parce que il est beaucoup plus à risque. Et souvent, ils le savent quand ils ont eu un AVC. Ouais, mais c'est gentil, mais c'est trop tard. Donc, c'est quand même bien de le savoir avant. Donc, moi, personnellement, quand je fais des bilans complets, je le demande une fois. Ça coûte pas grand-chose, mais ça vaut le coup. Parce que, il y a quand même plein de gens qui font des AVC et donc on peut avoir ce facteur génétique si vous voulez et c'est quand même intéressant de le savoir parce que si on le sait, eh ben, on peut potentialiser la fibrinolyse et un moyen de le faire c'est notamment l'ail. Une méta-analyse objective l'efficacité de l'ail dans les réductions de la tension aussi.
Et donc, ce n'est pas par hasard que vous avez des compléments qui en contiennent. Ici, bah, ils n'ont pas que de l'ail, mais ils ont de l'huile d'olive, ben voilà, un macérat huileux. Et ça, ce produit très intéressant, vous voyez, vous avez de la Q10, vous avez de la vitamine C, on en a parlé, vous avez de l'ail noir, vous avez du resveratrol très intéressant, c'est ce qui est bon dans le vin rouge. Vous voyez, on dit que le vin rouge c'est bon pour la santé cardiovasculaire. Non, le vin rouge n'est pas bon pour la santé cardiovasculaire, c'est le resveratrol qui est bon pour la santé cardiovasculaire. L'alcool du vin rouge, c'est le même alcool que du whisky, ça va? Donc l'alcool n'est pas bon pour la santé cardiovasculaire. Mais par contre, dans le vin rouge, vous avez du resveratrol, et donc il y en a dans ce produit-là. Vous avez de la nattokinase, qui est très intéressante aussi, qui mériterait une formation sur le sujet. Je pense que Amine en a fait une, si je ne me trompe, Cédric. Non, pas avec Amine, Ah, avec, euh, avec un médecin. Donc, je dirai le nom 100 fois, mais je vais vous envoyer le lien de toute façon et je vous le renverrai demain aussi. Je vais vous l'envoyer dans le chat. Mais effectivement, oui, la nattokinase, qui est aussi un très bon fibrinolytique, en fait. ah, voilà. Donc là, vous avez de la vitamine C, je l'ai dit, de la vitamine E. Logique, il vous faut de la vitamine E. Et vous voyez, on est à 22 mg, ce qui est un peu plus que dans les compléments où on retrouve souvent 15 mg. De la K2, qui est aussi cardioprotectrice. Donc voilà, ça, c'est un super complément euh, cardioprotecteur. On continue avec le curcuma. Donc, je vous disais de remplacer le... Parce que si vous voulez, pour éviter les problèmes cardiovasculaires, l'hypertension, on dit à nos patients d'arrêter le sel. OK, mais bon, ils vont nous dire ça n'a plus de goût, c'est dégueulasse. Donc, il faut justement leur apprendre à relever les plats par des épices. Et les épices sont excellentes pour la santé. Elles sont notamment le curcuma anti-cancer, mais pas que. Vous voyez, la curcumine, principe actif majeur de la racine de curcuma, est utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise depuis des siècles dans le traitement des maladies cardiovasculaires. On a beaucoup de publications à ce niveau-là. Moi, je recommande ce mélange-là, 2 tiers de curcuma, 1 tiers de gingembre, très intéressant aussi, très anti-inflammatoire, et le clou de girofle exceptionnel. Le clou de girofle, dommage que c'est un peu fort parce qu'on ne sait pas en mettre beaucoup. Donc c'est pour ça que je ne mets qu'une cuillère à café dans ce mélange-là. Mais là, vous avez un mélange d'épices anti-inflammatoires. Vous pouvez vous faire aider par un complément de curcuma. Ça, c'est un complément que je mets très souvent à mes patients parce que, comme je le disais, il y en a plein qui viennent avec des pathologies inflammatoires. Donc, il faut à un moment donné se faire aider par des compléments pour diminuer l'inflammation. Parce que, bon, on sait bien qu'ils vont quand même manger des aliments pro-inflammatoires. Ça va? Mais quand j'ai mon patient, on va dire, je vais dire un homme parce qu'ils sont quand même plus souvent consommateurs de viande, qui mange et qui n'écoute pas trop ce que je lui ai dit et qui mange sa charcuterie avec ses bêtes tartines, son bête sandwich à midi, c'est pro-inflammatoire. Mais s'il prend ça avec du curcuma, si on prend la CRP postprandiale, elle sera moins élevée. Vous voyez, on compense un peu ça. Mais non, voilà, les compléments nous aident quand même bien dans notre pratique parce que comme on sait que nos patients ne vont pas forcément faire tout ce qu'on leur demande, et ben, quand on leur donne des concentrés comme ça de curcuma, parce que là, vous voyez, c'est l'équivalent de kilos de poudre de curcuma. Ça serait ridicule de mettre de la poudre de curcuma dans une gélule, ça serait bien trop cher. Enfin, ça n'aurait pas de sens. Autant acheter 1 kilo de curcuma, ça coûte pas grand-chose. Mais là, ils n'ont pas mis de la poudre de curcuma dans la gélule, ils ont mis la forme active, les curcuminoïdes, si vous voulez, la curcumine. Et là, ils ont associé en plus avec de la boswellia, du gingembre pour augmenter aussi son assimilation. Le curcufène, ça, c'est un curcuma breveté, si vous voulez. J'avais été en Suisse. Je les avais rencontrés, ceux qui fabriquent ce curcufène au Salon mondial des compléments alimentaires. Et en fait, ils me montraient, si vous voulez, ils mettaient le curcufène dans de l'eau. Et en fait, ils mélangeaient un petit peu et tu voyais tout de suite qu'il arrivait à se dissoudre. Et donc, je vous défie de faire ça avec du curcuma, c'est impossible. Et donc, donc s'il se dissout bien, il passe mieux. Donc, la biodisponibilité est meilleure de cette forme de curcuma. Donc, quand vous prescrivez des compléments de curcuma, ben voilà, regardez aussi ce que le labo a utilisé euh, comme forme de curcuma.
Le cacao. Aussi, je voudrais Oui. aussi, si tu permets, ce qui est important justement dans ce produit-là, comme dans beaucoup de produits chez nous, c'est qu'on utilise, vous voyez sur le pot, si vous le voyez un petit peu, la technologie HBT, hein, qui est en fait une technologie qui va permettre de rendre beaucoup plus biodisponibles et bioaccessibles les composants, parce que ça va les rendre et liposolubles et hydrosolubles. Donc, il n'y a pas de déperdition du tout. On a vraiment une efficacité qui est remarquée avec ça, hein. Ok, merci Cédric. Alors, le cacao, on aime tous le chocolat, hein. Il y a eu une petite polémique avec le cacao, mais voilà, il faut toujours mesurer le bénéfice-risque d'un aliment. Et pour le cacao, je vous garantis, il y en a énormément, mais on ne parle pas de chocolat au lait, on parle du vrai cacao, du chocolat noir, au moins 74%. Il figure parmi le top 10 des aliments antioxydants. Une équipe de l'université Cornell estime que le cacao a des capacités antioxydantes environ double de celles du vin rouge et triple du thé vert. Vous voyez, les polyphénols de cacao sont de super protecteurs cardiovasculaires, donc à consommer régulièrement. Dans une méta-analyse de 42 essais cliniques randomisés chez 1297 patients, donc c'est quand même une bonne étude, ça, la prise de polyphénol de cacao montre contre placebo la manière significative, donc sa résistance à l'insuline, très intéressant parce que vous savez que vos patients diabétiques sont plus à risque cardiovasculaire. Crée une vasodilatation. Ça améliore la tension et le profil lipidique. Donc, prenez du chocolat noir riche en polyphénol. Sinon, vous allez faire pire parce que s'il est trop riche en sucre, il va faire monter l'insuline et ça, c'est pas bon. Les graines de lin. Alors, je vous en ai parlé quand j'ai parlé de la santé de la femme, mais j'en reparle ce soir pour la santé cardiovasculaire parce que j'étais moi-même étonné en regardant les études et que la graine de lin était vraiment équivalent aux médicaments pour la tension. J'ai trouvé une étude qui explique ça. Donc, vous voyez, c'est ça qui est quand même des fois génial avec la nutrition, la micronutrition, la nutrithérapie, c'est que des fois, vous allez donner un aliment parce que le patient, je sais pas, elle se plaint d'un syndrome prémenstruel, et donc vous allez lui donner des lignanes du lin. Et ben sans le savoir, vous protégez aussi sa santé cardiovasculaire. Donc vous avez toujours que des effets secondaires positifs avec les nutriments. Vous voyez qu'il n'y a pas une conférence où je ne parle pas de la vitamine D, parce que la vitamine D, elle protège cancer, maladie cardiovasculaire, enfin, elle est partout. Vous voyez, donc il y a quand même, et c'est ça qui est génial, vous avez quand même souvent des aliments qui ont un impact sur plein de systèmes, si vous voulez. Donc, et des fois, c'est le contraire, des fois avec les médicaments, certains médicaments vont bien traiter une pathologie, mais malheureusement pourraient générer pas mal d'effets secondaires et avoir une pathologie sous-jacente qui se développe à cause de cette prise de médicaments. Et ça, on ne l'a jamais avec la nutrithérapie. Ça, c'est quelque chose quand même d'intéressant. Et donc, regardez ce que j'ai trouvé. Les graines de lin s'avèrent avoir l'effet antihypertenseur le plus puissant de tous les principes actifs nutritionnels. Et ça, j'entends jamais des cardiologues, des gens qui recommandent des graines de lin dans les problèmes de tension. Et pourtant, la consommation quotidienne de 30 grammes de graines de lin chaque jour pendant 6 mois par 110 patients artéritiques en double aveugle contre placebo. Au bout de 6 mois, dans le groupe graines de lin, la tension systolique est plus basse. Et donc, l'effet est encore plus marqué chez ceux qui sont entrés dans l'étude avec une tension systolique plus élevée. Donc, ça marche. Et donc, conseillez plutôt des graines de lin, vous le savez, broyées, parce que sinon, elles risquent de ressortir comme elles sont rentrées. Thé, tisane, ben, thé vert, il y a intéressant, thé noir aussi, mais l'hibiscus reste vraiment la boisson intéressante dans les problèmes d'hypertension. Vous voyez, les infusions d'hibiscus ont été montrées dans des études animales et dans des études d'intervention randomisées chez l'homme pour avoir des effets diurétiques. Donc ça agit sur la tension naturellement, réduit la tension artérielle systolique et diastolique, et chez les patients aussi diabétiques et hypertendu modéré de façon égale. Vous voyez, ils ont comparé avec un médicament un antihypertenseur médicamenteux. Donc c'est quand même pas mal.
Alors, vous n'allez jamais dire à votre patient, si vous n'êtes pas médecin, d'arrêter l'antihypertenseur, mais en tous les cas, si il envisage de l'arrêter avec l'accord de son cardiologue, ben, on pourrait justement prendre le relais avec des petites graines de lin, de la vitamine C qui agit aussi sur qui diminue la tension, de la tisane d'hibiscus. Vous voyez, il va falloir lui donner des aliments qui vont lui permettre de maintenir cette tension dans les normes. Inhibe aussi l'oxydation, mais ça, c'est comme tous les antioxydants. Le vin rouge, un mot là-dessus, parce que vous aurez quand même beaucoup de patients qui vont vouloir et qui ont entendu que le vin rouge était protecteur. Donc, c'est le resveratrol, je précise, du vin rouge, apporte une protection cardiovasculaire toute particulière. Le resveratrol stimule la production d'oxyde nitrique. Alors, l'oxyde nitrique, c'est très intéressant. Ça a été découvert notamment par un prix, il a eu son prix Nobel grâce à ses découvertes, notamment sur l'arginine, et l'oxyde nitrique, c'est un vasodilatateur. Vous voyez, il faut que nos artères, la lumière de l'artère puisse rester bien ouverte, et donc il faut un gaz, si vous voulez, qui va le permettre. C'est ce qu'on appelle l'oxyde nitrique. Et bien, le resveratrol, il est cardioprotecteur parce qu'il stimule cette vasodilatation grâce à l'oxyde nitrique. Vous avez aussi tout ce qui contient de l'arginine, les oléagineux, quand vous mangez des noix, des amandes et tout ça, vous avez de l'arginine qui est vasodilatatrice. Donc, une artère bien dilatée, c'est quand même super important. Comme pour le raisin, le resveratrol est pour l'humain un antioxydant très puissant qui diminue l'inflammation ainsi que l'agrégation paractère. Le resveratrol, c'est vraiment quelque chose je l'utilise maintenant même dans la perte de poids. Maintenant, on a pas mal d'études qui montrent que ça stimule les adiponectines notamment et donc intéressant dans la résistance à l'insuline. En somme, un verre de vin rouge riche en resveratrol, par exemple le pinot noir, permet de réduire les risques d'hypertension et de complications cardiaques. Environ la moitié des pouvoirs antioxydants du vin rouge sont attribuables aux anthocyanes. Une méta-analyse sur 13 études comprenant au total 209 000 personnes met en évidence qu'une consommation de vin jusqu'à 150 ml par jour est associée à un risque de maladie cardiovasculaire réduit de 32%. Donc c'est intéressant. Le vin rouge s'avère cardioprotecteur. Mais le problème, c'est qu'il y a de l'alcool aussi. Et cet alcool, ne vous dites pas parce que moi j'avais une patiente qui croyait que l'alcool du vin rouge, il était bon. Ben, je dis non, l'alcool, c'est de l'alcool. Ça va, c'est de l'éthanol. L'alcool du whisky ou de la bière ou du vin, c'est exactement la même molécule, ça va. Après, son enrobage est différent. Les recommandations de l'Organisme mondial de la santé, parce que c'est quand même, ça crée plein de problèmes aussi et de causes importantes de maladies cardiovasculaires. Donc pour les hommes, ne pas boire plus de 2 verres d'alcool par jour et aux femmes, se limiter à un seul verre. Alors, pourquoi, mesdames, vous devez en boire moins? Sans doute parce que vous avez des capacités à métaboliser l'alcool certainement moins bonnes que les hommes au niveau hépatique. Je pense que c'est une des raisons parce que en fait, votre foie est beaucoup plus et plus sollicité, si vous voulez, par le catabolisme de vos œstrogènes, certainement. Donc, on voit que les femmes souvent supportent un peu moins bien l'alcool que les hommes. Donc, si vous voulez. À partir du moment que vous supportez moins bien, c'est que ça ne vous convient pas. Vous voyez, moi j'ai une patiente qui me dit, oh, je ne me sens pas bien quand je bois du café. Ben, arrêtez. Vous voyez, on a tous aussi des capacités différentes de métaboliser ce que l'on consomme et surtout un poison comme l'éthanol, entre guillemets. Donc, vous voyez, vous verrez un peu comment vous vous sentez, mais quelqu'un qui est mal de boire un verre, ben, c'est que ça ne lui convient pas et ça doit vous donner aussi la puce à l'oreille. Est-ce que c'est phase 1, sa phase 2, sa phase 3 de détoxification est optimale? Parce que c'est quand même pas normal d'être mal en ayant bu simplement un verre de vin. Il y a un problème sous-jacent qui montre que le corps a du mal à cataboliser l'éthanol. Donc ça pourrait justifier, par exemple, de faire une détox. Et à contrario, si on ne supporte trop bien l'alcool, faut peut-être se poser des questions aussi. Oui. Parce que plus En fait, ce qu'il y certains a, c'est alcooliques ne sont que jamais saouls. oui, oui, et c'est clair parce qu'en fait, les gens, oui, tout à fait, si on le supporte bien, ça ne veut pas dire que c'est bon, tu as raison Mhm. euh, de, de le dire parce Préciser. que
vous voyez, vous avez quelqu'un qui fume la première clope, il tousse. Et puis après, il peut fumer un paquet, il tousse plus. Et en fait, toutes ces sentinelles qui permettent de dire au corps qu'il est pollué et qui font tousser, qui font que t'es pas bien et tout ça, à un moment donné, les gens sont tellement pollués que toutes ces sentinelles sont endormies, si vous voulez. Et vous avez Mhm, déjà certainement remarqué chez vos patients, quand vous leur faites manger plus sainement, que vous leur donnez des compléments, qu'ils ont fait une détox et qu'ils font du sport, qui s'aèrent, eh ben, les mêmes polluants, ils disent, mais c'est fou, maintenant, dès que je fais un écart, je me sens pas bien. Alors, vous pouvez se dire, ben, c'était mieux avant, parce qu'avant, je pouvais faire des écarts, je voyais pas trop la différence. Mais en fait, le corps, si vous voulez, se dépollue, entre guillemets, et est aussi beaucoup plus réactif, et tant mieux. Moi, je suis content d'avoir un corps qui est très réactif face à ces pathogènes, vous voyez? Donc, ça veut dire que ton système immunitaire fonctionne bien. Donc, ça va, ne voyez pas ça forcément de manière négative. Un corps qui, voilà, il y a des gens, je m'étonne des fois qu'on leur détecte un cancer métastasé et ils avaient pas remarqué grand-chose. Et donc, c'est dramatique parce qu'en fait, c'est pris beaucoup trop tard. Et donc, comme c'est pris trop tard, on ne sait pas les sauver, vous voyez. Et je n'arrive pas à comprendre comment ils n'ont pas eu plus de signes cliniques de se dire, ben voilà, il y avait un gros problème et il y en a d'autres, ils ont un petit souci directement. Vous avez toutes ces sentinelles qui se réveillent et qui montrent que le corps ne va pas bien. Et donc, c'est intéressant. Et ça, on peut y arriver justement en nettoyant, en nettoyant ça parce que vous pouvez endormir aussi tout ça par ces polluants. mhm. Alors, je vous montre cette étude-là qui est intéressante parce qu'on pourrait se dire, parce que ça dépend où on se trouve. Si vous voulez protéger que votre santé cardiovasculaire, vous vous dire, bah, OK, je continue à boire du vin. Et il y a même des études qui ont montré que c'était protecteur à 4 verres. On se dit, bah, génial, 4 verres, j'y vais, tu vois. Oui, mais le problème, si vous êtes à 4 verres, vous avez vu, vous augmentez votre risque fortement de cancer. Vous voyez, donc, on ne veut pas mourir d'une maladie cardiovasculaire, mais on ne veut pas forcément attraper un cancer. Donc, c'est ça qui est important. Fonction du spécialiste qui va vous recommander, ben, vous allez aller chez un oncologue qui va vous dire zéro alcool, parce que lui, il a les études qui montrent que l'alcool augmente les risques de cancer du sein, notamment chez la femme. Et vous avez le cardiologue qui va dire, mais non, mais au niveau... Oui, mais nous, on doit à un moment donné trouver l'optimal. Et c'est pour ça qu'on ne va pas recommander des quantités d'alcool comme ça, même s'il y a eu des études qui ont montré que c'était protecteur, parce qu'on veut avoir, notre patient veut être en bonne santé, ça va, on va pas l'aider à choisir de quoi il veut mourir. Alors, encore mieux, si vous voulez apporter le bon du bon, c'est vous prenez du resveratrol en complément alimentaire, et là, vous aurez une concentration encore beaucoup plus importante que le vin rouge. Mais voilà, quitte à boire de l'alcool et que vous aimez ça, ne vous mettez pas à boire de l'alcool et pour avoir une bonne santé cardiovasculaire, ça n'aurait pas de sens. Mais en tous les cas, si vous privilégiez et que vous voulez vous faire plaisir avec un petit verre d'alcool, c'est clair que le moins délétère, je vais le dire comme ça, reste le vin rouge. Et si vous avez des patients qui ne peuvent pas consommer de l'alcool ou qui n'en ont pas envie ou qui n'aiment pas, tout simplement, ou qui ont un cancer et que vous voulez potentialiser et les protéger par du resveratrol, ben là, vous avez la solution du complément alimentaire. Et là, on est dans des dosages assez intéressants. 392 mg, là, ça devient du costaud, hein, parce que il y a d'autres labos qui proposent du resveratrol, euh, protection cardiovasculaire, je regarde l'étiquette, et c'est pour ça, regardez, hein, lisez les étiquettes, il était à 15 mg de resveratrol, et je dis au délégué, mais que voulez-vous faire avec 15 mg? Ça va, ça marche pas. Mais en attendant, ils vendaient ça comme un truc protecteur. Non, là, voilà, regardez quand même le dosage, et ça justifie des fois peut-être un prix un peu plus élevé. Mais, mais voilà, ça ne reste, ce n'est pas cher des fois par rapport à la concentration du produit. Le jus de grenade, c'est un peu plus anecdotique, mais je vous l'ai mis quand même. Dans les boissons, ben, ça reste intéressant. J'ai vu pas mal d'études là-dessus. Il reste des micronutriments cardioprotecteurs. Je vais vous montrer quelques études. Donc, j'ai mis plutôt les aliments ici, ce sont les nutriments et micronutriments. Donc voilà un petit résumé de comment ils agissent. Donc vous avez le magnésium, ne l'oubliez pas, c'est un cardioprotecteur multifactoriel. Voilà, je ne vais pas vous lire toutes les études, mais une supplémentation moyenne de 410 mg par jour permet une réduction significative des tensions systoliques. Donc c'est le premier truc.
voilà, de première intention, mais je suppose que vous faites comme moi, vous mettez quand même systématiquement du magnésium à vos patients. Une méta-analyse de dizaines d'études montre clairement le lien entre un statut élevé en magnésium ainsi qu'une supplémentation et une diminution du risque d'hypertension. Donc ça, on ne peut pas passer à côté, mais c'est tellement important pour plein d'autres choses. Et vous voyez, il y a énormément de publications. Donc le cardiologue qui vous dit ou qui dit à son patient non, ça sert à rien du magnésium, il n'y a pas d'études, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, hein. Il y en a énormément, je vous en ai mis quelques-unes. Si ça vous intéresse, ben vous faites pause sur le replay et vous lisez ces études-là. Un déficit de magnésium augmenterait les infarctus et la mortalité. Donc, je ne peux que vous recommander de prendre comme moi quotidiennement du magnésium. Le meilleur reste le glycérophosphate, le bisglycinate est intéressant aussi. Donc, vous faites un mélange de ces sels de magnésium avec les cofacteurs. C'est toujours intéressant parce que beaucoup de nos patients peuvent en manquer. Et notamment la B6 est très intéressante pour la rétention de magnésium. Et veillez à ce que le labo utilise des vitamines B déjà activées. Vous voyez, là, vous avez la méthylcobalamine, vous avez la trifolique qui est très intéressante, qui va pouvoir, si vous voulez, être un donneur de méthyle. Et j'en ai pas eu le temps d'en parler, mais n'oubliez pas que vos patients ne doivent pas manquer, notamment de B6, de B9, surtout, parce que la méthyltétrahydrofolate, si vous voulez, va pouvoir donner un groupe méthyle à l'homocystéine pour se recycler et donc éviter d'avoir une homocystéine élevée. Donc, je vous ai parlé de la LP petit a, mais un truc intéressant à demander, c'est l'homocystéine. Et si votre patient a une homocystéine élevée, vous serez dans l'obligation de veiller à ses apports en vitamine B. Et ça ne sera même pas suffisant, hein. Ça faudra prendre un complexe de B plus dosé pour améliorer sa méthylation. Parce que l'homocystéine est cardiotoxique. Donc voilà, mais après, vous pourriez très bien prendre le relais avec un MG complete sur le long terme, c'est intéressant. Arginine, j'en ai un peu parlé, vous vous rappelez, oxyde nitrique, vasodilatateur. Donc l'arginine que l'on retrouve en grande quantité dans les noix est à lutter contre le surpoids, le syndrome métabolique. Vous voyez, il y a eu des études qui ont fait manger le même nombre de calories d'aliments gras sous forme de noix. Et ben les gens qui mangent, les gros mangeurs de noix, alors que c'est bourré de calories, quand même, bourré de calories. Moi, il y a encore des patients qui disent, ah, mais monsieur, non, c'est calorique les noix. Oui, mais on s'en fout. Parce qu'en fait, l'arginine diminue l'absorption des graisses déjà, et c'est un vasodilatateur, donc c'est plutôt protecteur. Donc, vous voyez, des aliments très caloriques peuvent avoir des effets sur la perte de poids. La vitamine E, je vous en ai parlé, c'est logique, elle est liposoluble, donc elle va protéger l'oxydation du cholestérol. Et vous voyez, la vitamine E, elle est liposoluble, donc elle est dans la double couche phospholipidique, vous voyez? Mais la vitamine E, n'oubliez pas que quand elle a eu son effet antioxydant, elle devient elle-même oxydante. Donc si vous donnez à un patient des grosses doses de vitamine E, imaginons, et que vous ne lui donnez pas de doses antioxydants ou qu'il a une alimentation ultra transformée, eh ben, vous risquez de faire pire que bien. Parce que la vitamine E, si vous voulez, elle va l'oxyder. Parce qu'il faut qu'elle soit recyclée, si vous voulez, par de la vitamine C. Donc, s'il a plein de vitamine E et qu'il manque de vitamine C, ben, la vitamine E qui aura donné son électron va devenir elle-même pro-oxydante. Donc, elle va devoir rattraper un électron de la vitamine C. Et c'est la vitamine C qui, elle, n'est pas liposoluble, elle est hydrosoluble, vous savez, la vitamine C. Donc, elle ne peut pas aller plonger dans les doubles couches phospholipidiques. Donc, elle attend là au-dessus. Et la vitamine E, si vous voulez, elle plonge comme un plongeur qui fait de l'amener, il va aller sous l'eau, il va avoir son effet antioxydant et puis il va remonter à la surface. Et là, vous avez la vitamine C, vous voyez ici, que vous allez trouver dans les fruits, dans les kiwis. Et ben, vous allez lui donner son électron et comme ça, elle se recycle. Et ça, c'est important, vous voyez, parce que sinon, si vous avez de la vitamine E qui ne se recycle pas, elle devient pro-oxydante. Et vous avez aussi dans les caroténoïdes aussi qui sont là, qui sont liposolubles, qui peuvent aussi aider
à recycler la vitamine E. Donc attention, j'en profite pour vous dire, ne donnez jamais à des patients des antioxydants en monothérapie ou alors pas sur une durée trop longue, ou veillez d'avoir avec ça d'autres antioxydants parce que la vitamine E est recyclée par l'acide ascorbique et l'acide ascorbique est recyclé notamment par le glutathion. Pour avoir du glutathion, n'oubliez pas d'avoir suffisamment de NAC, de N-acétylcystéine, qui permet justement de faire ce glutathion qui recycle la vitamine C, qui recycle la vitamine E. Vitamine E et mortalité cardiovasculaire, vous voyez, ben, moins tu as vitamine E, plus tu as de risques cardiovasculaires. Supplémentation vitamine E permet de réduire les risques de coronaropathie, de mortalité cardiovasculaire, une réduction du risque thromboembolique. Donc, moi, je vous encourage à prendre de la vitamine E, mais vous en avez dans un complexe généraliste. Et comme je viens de vous expliquer qu'il fallait les cofacteurs de la vitamine C et d'autres antioxydants, ils agissent en famille. C'est pour ça que les fruits, les légumes, ben, vous n'aurez jamais qu'un antioxydant. Vous aurez toute une famille d'antioxydants, des milliers de molécules qui se recyclent à l'eau. Donc, c'est pour ça que vous avez des fois des compléments alimentaires qui sont pas toujours de très bonne qualité parce qu'en fait, ils n'ont pas veillé de mettre tous les antioxydants. Et donc, veillez à voir en tous les cas chez votre patient si vous devez lui donner, parce qu'il a une carence en vitamine E. Moi, je serais vous, je donnerais d'abord un complexe multivitamine avec de la vitamine E naturelle. J'insiste parce qu'il y a encore des labos qui n'ont pas mis que la naturelle. Et là, c'est pire. Vous, les gens, ils payent pour un complément alimentaire qui leur fait du tort. Parce que la vitamine E synthétique freine l'absorption de la naturelle. Donc, en fait, vous créez des carences en vitamine E. Génial. Donc, veillez à ce qu'elle soit naturelle. Elle est plus chère naturellement, mais vous voyez, ça doit être mis. Et donc là, vous avez combien? Vous avez 16 milligrammes. C'est pas trop mal, hein, puisque bon, votre patient va manger aussi des graisses dans lesquelles vous aurez de la vitamine E. Mais s'il y a une forte carence, ben là, vous êtes obligé de remettre en plus de la vitamine E. Mais moi, je serais vous, je donnerais d'abord un complexe antioxydant avec ça en plus. Le temps de lui remonter sa vitamine E que, en tous les cas, mais ce qui serait peut-être pas judicieux, c'est de nous donner, mais ça n'arrive pas, mais enfin, si, ça pourrait, chez des gens qui vont chercher simplement, peut-être en magasin bio ou en pharmacie, une vitamine, mais ce qui pourrait faire du tort, c'est d'aller chercher de la vitamine A et ne prendre que ça, et peut-être en plus ne pas avoir une alimentation super équilibrée. On risquerait que cette vitamine E ne soit pas bien recyclée par les autres antioxydants. Vitamine C. Alors, la vitamine C, c'est un peu contre-intuitif parce que moi, vous voyez, j'avais l'idée au début, quand j'étudiais la nutrition, que la vitamine C, c'était un peu dynamisant. Vous voyez, tu es un peu fatigué, tu vas prendre un peu de vitamine C. Donc, quand j'ai vu des études sur vitamine C et hypertension, je m'attendais plus à ce qu'on me dise que la vitamine C peut-être augmenter la tension. Mais en fait, c'est tout l'inverse. L'équipe épidémiologique d'Harvard montre que dans une cohorte de 9 études comprenant 293 000 sujets, donc c'est une cohorte énorme, hein, c'est des études qu'on adore, ça, que la prise de compléments en vitamine C de 700 mg ou plus par jour est associée à une réduction de 25% des accidents coronariens. Vous voyez, 132 études randomisées avec 500 mg par jour, 4 semaines, abaissent de manière significative le cholestérol et les triglycérides. Donc c'est pas mal. Et ici, c'était sur la tension. Vous voyez, la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique a diminué. Donc voilà, c'est encore, vous voyez, on a pas mal de trucs, hein. On a l'ail, on a la vitamine C, on a l'hibiscus, on a les graines de lin. Donc vous voyez, quand vous avez un patient qui souffre d'hypertension, ben, vous avez quand même maintenant quelques aliments que vous pouvez lui recommander. Vous avez de la vitamine C dans les aliments, mais voilà, peut-être en été, moi j'en prends moins en complément alimentaire parce que ben, je mange quand même pas mal de fruits, de légumes, mais c'est vrai qu'en hiver, on est quand même beaucoup plus attiré par des légumes cuits. On mange un peu moins de fruits frais. Et donc, dès que vous consommez moins d'aliments frais, automatiquement, là, vous savez que la vitamine C est très fragile à la température, donc elle est détruite dès que vous chauffez. Donc, ça peut être justicieux pour soutenir aussi votre immunité, de prendre un peu de vitamine C et de recommander à vos patients de prendre un peu de vitamine C l'hiver. Vous avez plusieurs sortes. Il y a soit sous forme d'acérola, où là, vous aurez de la vitamine C, mais au niveau de l'acérola, soit vous la prenez directement.
De toute façon, elle est aussi bien assimilée qu'elle soit naturelle ou pas. Vous voyez, la vitamine E, je vous ai dit, attention absolument naturelle. L'acide ascorbique, on n'a pas vu de différence. Mais par contre, dans la là, vous n'avez pas que de la vitamine C, vous avez aussi des polyphénols, ce qui peut être aussi intéressant, hein, ça va? Mais l'acide ascorbique est aussi bien assimilé. Et la vitamine C liposomale, ça c'est encore le top. Vous avez des nutriments comme ça qui sont sous forme liposomale. Ça augmente encore l'assimilation. C'est un petit peu plus cher. Mais quand vous devez avoir des dosages plus importants, ben, je vous encourage à aller vers plutôt ces formes-là. Comme ça, vous remonterez beaucoup plus vite que celle-ci, par exemple. La vitamine D, beaucoup d'études aussi sur la vitamine D. Vous regarderez, je vous le laisse un petit peu, mais des méta-analyses, risque d'infarctus. Donc, voilà, on ne peut pas manquer de vitamine D à l'heure actuelle. On doit la prendre en complément. On a vu que la K2 aussi était cardioprotectrice. Donc, quitte à se faire plaisir, ben, moi, je prendrais la D3K2. Vous avez maintenant, il n'y a plus d'excuses. Vous avez des sprays. Vous avez des gouttes, vous avez des gélules, enfin vous avez tout. Donc essayez, fonction du statut de vitamine D de votre patient, de voir comment vous allez le remonter. Moi, je vous encourage à le remonter plutôt avec des formes comme ça que des ampoules, hein, vous savez de quoi je parle, de 100 000 unités. Voilà, ça peut être utile hein, quand ils sont très très bas, mais il s'avère que ça, c'est plus efficace notamment de donner des petites doses tous les jours. Moi, j'explique à mon patient, ben, c'est comme si vous arrosez votre plante. Si vous l'arrosez toutes les deux, trois fois par semaine avec un petit verre d'eau, elle va mieux fonctionner que si elle va mieux grandir, elle va profiter de l'eau qu'elle a besoin, mais l'eau peut devenir un poison si vous versez un seau d'eau dans votre mode de terre, hein, ça va? Donc, vous voyez, le dosage est important et donc donner souvent une petite dose est souvent plus efficace qu'une grosse dose. La Q10, on ne peut pas faire une formation sur la santé cardiovasculaire sans aborder la Q10. C'est un puissant antioxydant qui entre autres protège les lipides, puisqu'il est liposoluble, il va protéger de l'oxydation, je vous ai expliqué tout à l'heure, du LDL. Il améliore la production d'énergie dans la mitochondrie et permet de sauver les tissus. Donc, c'est un transporteur d'électrons, c'est génial. Parce que si les électrons dans la mitochondrie, il y a plein d'électrons, et le problème, c'est qu'il y a plein d'oxygène dans la mitochondrie. Ça va, on n'est pas dans le cytoplasme, on est dans la mitochondrie. Donc, si vous avez un électron qui se met en contact avec de l'oxygène, ça fait O2-, ça fait quoi? De l'anion superoxyde. Génial. Et là, il te faut plein d'enzymes antioxydantes pour essayer de neutraliser ce radical libre. Donc, si vous avez suffisamment de CoQ10, vous transportez bien ces électrons, mais ça veut dire quoi transporter? Ça veut dire permettre qu'ils ne foutent pas le camp et qu'ils ne rentrent pas en contact avec l'oxygène. C'est ça qui est génial. Donc, j'adore la CoQ10 parce que c'est mieux qu'un antioxydant. Ça vous permet de ne pas faire de substances radicales, vous voyez? Parce que on est en train de donner tout le temps des conseils à nos patients pour essayer de diminuer leur oxydation, le stress oxydatif, en donnant des antioxydants pour combattre les radicaux libres. Ça va? Mais c'est quand même encore mieux de ne pas faire du tout de radicaux libres. Or, le plus grand pourvoyeur de radicaux libres, c'est pas la pollution, ça en est un, on est d'accord, mais le plus grand pourvoyeur, c'est le métabolisme, c'est la mitochondrie qui produit des radicaux libres. Mais si ces radicaux libres ne foutent pas le camp, bah, on ne se tracasse pas. Ils sont bien transportés dans la chaîne respiratoire et donc la CoQ10 va le permettre. Vous voyez, donc c'est mieux qu'un antioxydant. Ça permet de ne pas faire de radicaux libres. La baisse de coenzyme Q10 circulant est un facteur prédictif de mortalité augmentée indépendante de tous les autres. Donc vous imaginez, donc, il y a une étude qui a montré que vous aviez des centenaires, et bien on savait ceux qui allaient mourir plus tôt que les autres fonction de leur taux de CoQ10. Donc c'est quand même, voilà, c'est pas une conférence sur l'anti-âge, mais quand je m'occupe de seniors, ça, voilà, ils ont tous de la coqueluche. Moi, mon père, je donne de la coqueluche. Enfin, moi, j'en prends déjà, mais c'est vraiment le complément alimentaire de la longévité, si vous voulez. Cette coqueluche est essentielle. On a énormément de publications sur ces suppléments de coqueluche et notamment aussi de sélénium. Alors que certains vont vous dire, à juste titre, est-ce que je ne pourrais pas l'avoir dans l'assiette? Si c'est si bon que ça, alors j'ai gardé, mais il faudrait, on n'y arrive pas en fait. Regardez la quantité de cocu 10 au 100 grammes.
Il y en a dans le bœuf, c'est vrai, mais 3 milligrammes. Et je suis en train de vous parler de dosage, moi, de 100 à 200 milligrammes. Donc, c'est compliqué d'en avoir suffisamment dans l'assiette. On en fabrique de manière endogène, mais vous avez des personnes qui n'en fabriquent plus non plus de manière endogène parce qu'ils prennent une enzyme qui bloque la HMG-CoA réductase, une statine. Et comme la statine bloque la fabrication de cholestérol, en même temps, elle bloque la production de coenzyme Q10. Donc là, c'est essentiel de leur donner de la CoQ10 parce qu'il y a un lien, et ça c'est prouvé, et malheureusement encore trop de cardiologues ne sont pas au courant, qu'il y a une corrélation entre le taux de CoQ10 et la diminution du cholestérol par des statines. Dès que le patient prend des statines, sa CoQ10 diminue. Mais je viens de vous expliquer que la CoQ10 est cardioprotectrice. Donc vous voyez, on donne entre guillemets une statine, soi-disant pour protéger la santé cardiovasculaire de notre patient, mais en plus on lui réduit un cardioprotecteur. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, systématiquement, on devrait mettre au moins 100 milligrammes de CoQ10 à nos patients qui prennent une statine. Et d'ailleurs, au Canada, quand le pharmacien remet une boîte de statine, il y a une boîte de CoQ10 avec. Ça a du sens parce qu'on se connaît les effets secondaires des statines. Et quand vous regardez le Lipitor, qu'est-ce qu'il est mis sur la notice? Que ça fait diminuer l'ubiquinone. Vous voyez? Donc, même eux le reconnaissent, ça va? Donc, il y a pas, c'est pas je crois ou je crois pas, c'est une réalité scientifique que ça fait diminuer la Q10. Mais je viens de vous expliquer que la Q10 est très importante pour les mitochondries. Or, a des effets secondaires qui est reconnu des statines, parce que ils ont mal aux muscles, les gens. Hein. Et donc, c'est logique, ils ont mal aux muscles parce qu'en fait, ils ont leurs mitochondries qui fonctionnent plus de manière optimale à cause de cet effondrement de CoQ10. Et donc, vous pouvez, si vous n'êtes pas médecin, ben, naturellement, vous n'allez pas toucher au traitement de votre patient. Et s'il prend une statine, il prend une statine. Voilà, c'est comme ça. Euh, c'est pas vous qui pouvez lui dire d'arrêter ces statines, sauf en accord peut-être avec le cardiologue, vous en discutez, pourquoi pas. Mais rien ne vous empêche, en tous les cas, de l'aider à diminuer les effets secondaires de la statine en lui recommandant de prendre de la Q10. Et ça, déjà, vous lui faites beaucoup de bien. Parce que vous voyez, le nombre de gens qui ont commencé des statines et qui ne savaient plus faire du sport, or le cardiologue leur dit, eh, il faut faire diminuer votre cholestérol, mais aussi il faut faire du sport. Alors génial, hein, tu me donnes un médicament qui me donne mal partout et je ne sais plus faire du sport. Eh bien, si vous remontez la CoQ10, vous donnez plus de chance à la personne qu'elle puisse rebouger parce qu'elle aura moins de douleurs musculaires. Donc, CoQ10, et quitte à se faire plaisir, vous pouvez, comme j'en ai parlé avec Cédric, prendre la Q10 avec les oméga 3. Alors, je termine avec, je vous ai dit tout ce qui était bon, mais il y a aussi des compléments qui sont pas bons. Et ça, vous devez être au courant, parce qu'il y a peut-être de vos patients qui viennent au cabinet et qui prennent des compléments, et ceux-là, il faudrait peut-être les diminuer ou les arrêter, en accord avec le prescripteur. Je vous donne un qui est très répandu, le calcium. Et ça, c'est embêtant parce que certains médecins généralistes ou même spécialistes qui ne sont pas au courant de ça ont des dames qui viennent au cabinet, elles sont ménopausées et comme ça, ils commencent à prescrire 1000, 2000 mg de magnésium. Et le patient, ah, c'est pour l'ostéoporose parce que tu es ménopausée, tu as une baisse de tes œstrogènes et donc il faut qu'on soutienne tes os. Et donc, ils font une complémentation de calcium. Et ben, il a été montré dans une méta-analyse de 2014 comprenant 757 000 participants, donc c'est pas rien. Les chercheurs précisent que l'apport optimal devrait se situer autour de 800 mg pour réduire le risque cardiovasculaire. Donc, c'est bien le calcium, mais pas en dessous et pas trop non plus, étant donné une relation en U entre la quantité de calcium consommé et le risque cardiovasculaire. Il est très aisé déjà. Donc, parce que si votre patiente prend 2000 mg de calcium, elle en a dans l'assiette, même si elle ne consomme pas de produits laitiers, elle mange des amandes, elle mange du chou, elle mange. Il y a du. C'est une carence qui n'est pas trop répandue. Hein. C'est assez facile d'avoir du calcium dans l'assiette déjà. Donc, c'est pas. Moi, personnellement, j'en prescris très rarement du calcium. Parce que, comme le principe, c'est de donner un complément quand il y a des faiblesses dans l'alimentation. Or, le calcium, il n'y a pas trop de faiblesses dans l'assiette. Mais si vous en donnez trop, vous risquez d'augmenter les risques cardiovasculaires. Et donc, c'est ce que je dis ici, il est très aisé d'arriver à ces apports par une alimentation équilibrée, même sans produits laitiers, ça faut le savoir.
puisque les amandes, les légumes, les sardines, les céréales complètes en contiennent. Et regardez ça, une autre méta-analyse révèle que la prise de compléments en calcium est associée à une augmentation de 27 à 31% du risque d'infarctus et de 13 à 20% du risque d'accident vasculaire cérébral. Les auteurs conseillent de cesser, vous voyez, de cesser de recommander, il y a eu des circulaires qui sont passées suite à cette étude, de recommander les compléments, même s'ils contribuent à la prévention de l'ostéoporose, étant donné le risque cardiovasculaire et de se reporter sur les apports alimentaires. Et ça, c'est pas connu, pas assez en tous les cas. Et donc, malheureusement, il y a peut-être des dames qui ont eu des problèmes cardiovasculaires à cause justement d'un complément. Alors qu'elles prenaient ça, les pauvres, elles n'ont même pas eu le temps d'avoir de l'ostéoporose. Elles sont parties avant. Donc, soyez prudents et surtout parce que le calcium, quand vous en donnez et quand le patient en prend, alors ça serait l'idéal qu'il aille se fixer, qu'il y ait une bonne agrégation du calcium sur l'os. Mais c'est pas comme ça. La réalité, c'est pas ça. Le calcium, il peut se déposer partout. Il va pas que sur l'os. Donc vous avez intérêt, parce que le calcium, il n'est pas avec une petite tête chercheuse et il dit, ah ben moi je dois aller sur l'os. Ben non, il peut aller sur tous les tissus mous. Alors, ce que vous devez faire, c'est de potentialiser l'absorption du calcium, donc cette agrégation du calcium. Alors, il faut, pour quelqu'un qui prend du calcium, éviter qu'il se dépose sur les tissus mous. Donc, vous devez lui donner du magnésium, qui est un inhibiteur calcique, à vous rappeler, la vitamine K, qui augmente l'agrégation du calcium sur l'os, et aussi, n'oubliez pas l'activité physique, parce que ça réduit l'activité physique, les risques de calcification non osseuse. Par un système piézoélectrique, si vous voulez, quand vous créez une pression du muscle sur l'os, vous augmentez l'agrégation du calcium sur l'os, si vous voulez. Et ça améliore la prise de compléments en calcium sans activité physique. Magnésium et vitamine K devraient être en effet déconseillés. Et ça, vous avez... Moi, j'ai encore beaucoup de patients. Je leur demande, qu'est-ce que vous prenez comme complément? Ah ben, je prends du calcium. Alors, des fois, c'est avec de la vitamine D, c'est déjà ça. Mais bon, si voilà, elle a fait une densitométrie et qu'il faut absolument prendre du calcium, ok. Mais alors là, vous dites ok, mais il faut que tu prennes avec ça du magnésium, de la vitamine D3 et de la K2 pour être certain que ton calcium arrive à destination et de bouger, puisque vous pouvez prendre tout le complément que vous voulez. Si votre patient ne bouge pas, ne fait pas de la musculation, je dis bien de la musculation, parce qu'aller marcher et promener chez un quart d'heure par jour, ça ne va pas vous protéger de l'ostéoporose. Quand je dis il vous faut de la pression sur les os, il n'y a que les muscles qui le font. Mais le squelette, c'est tout le corps. Donc, vous dites à vos patients, prendre des élastiques, soulever des petits poids, et c'est ça qui va permettre justement de recréer des ostéoblastes pour protéger les os. Le faire, attention, et ça c'est peut-être une des explications qui fait que je dis les hommes parce que c'est souvent eux, qui ont trop de fer, ont plus de risques cardiovasculaires. Tu vois, les hommes qui ont une ferritine supérieure à 200, c'est très répandu, hein, ça va très vite à des taux dessus à 200, présentent un doublement du risque d'infarctus. Donc je conseille aux hommes de donner leur sang. Comme on n'a pas la chance, je rigole, d'avoir des règles, eh ben, on va donner notre sang pour éviter d'avoir une accumulation de fer et d'avoir des ferritines trop élevées. Parce que c'est facile en plus, hein, ça va. Ça serait con de faire un problème cardiaque à cause d'un excès de fer, vous êtes d'accord? Donc, il suffit d'aller donner, de conseiller à nos patients d'aller donner notre sang. Et vous l'avez vu dans le début de ma présentation, on a vu que les hommes étaient quand même beaucoup plus touchés que les femmes au niveau cardiovasculaire. Donc, on va leur dire aussi de boire du thé après le repas pour diminuer les tanins, diminuer l'absorption du fer. Ne pas prendre de la vitamine C, parce que la vitamine C, en fait, elle va augmenter l'absorption, surtout du fer non héminique. Donc, le fer ferrique, c'est le fer ferrique des végétaux, doit être transformé, si vous voulez, pour être bien assimilé en fer ferreux. Et ça demande de la vitamine C parce que c'est du fer 3 qui doit être transformé en fer 2 Et donc, quand vous avez des patientes végétariennes que vous voulez que leur fer augmente, vous devez donner de la vitamine C en dessert, entre guillemets, après le repas, pour augmenter l'absorption du leur fer végétal. Ça va? Mais on ne va pas donner ce conseil-là à un homme qui a trop de fer, on est d'accord. Donc là, on leur dira jamais de vitamine C après le repas. Mais par contre, des tanins et donner son sang. Le cuivre aussi, attention à l'excès de cuivre. Vous voyez? Donc l'excès de calcium, l'excès de cuivre, l'excès de fer augmente
les risques cardiovasculaires. Je vous ai mis un petit résumé de ce que vous pourriez demander quand on fait un bilan cardiovasculaire au niveau de la biologie. Ben voilà, on peut demander le cholestérol, mais c'est vraiment pas l'essentiel. Vous voyez, il y a plein d'autres choses à demander. L'ApoA qui est beaucoup plus précis que le HDL, c'est l'étiquette du HDL. L'ApoB, c'est l'étiquette du LDL, donc vous pouvez le demander, ça. Vous pouvez aussi demander le rapport, ils le font souvent systématiquement. Triglycérides sur HDL, intéressant. Donc plus tu as de HDL et moins tu as de triglycérides, ben, plus ton rapport sera bas. Et quand le rapport est inférieur à 1, le risque est très bas. Et inférieur à 3, ça va. Mais il y en a qui sont des fois, ils font ce rapport-là, ils sont supérieurs à 3, c'est pas génial. Les anticorps LDL oxydés, parce qu'une fois que vous avez des LDL oxydés, il peut avoir une réaction avec des anticorps. La LP petit a, vous rappelez, pour le facteur de fibrinolyse ABC, donc très important à demander. Faites-le vous-même si vous ne l'avez jamais fait, parce que ça serait bête de le savoir quand il est trop tard. La vitamine E, la CoQ10, voilà, vous attendez pas à avoir des taux élevés si vous n'en prenez pas en complément alimentaire. Moi, mes taux de CoQ10, ils sont explosés. Mais c'est pas grave, ça va, n'ayez pas peur. Des fois, j'ai des patientes qui me disent, ah, mais j'ai trop. Mais non, vous n'avez pas trop. C'est parce que, si vous voulez, les normes ne sont pas toujours des normes santé, ce sont des normes de statistiques. Donc, on a pris 100 en Belge, on a vu la moyenne de CoQ10 qu'ils avaient. On en a fait une norme. Mais si vous prenez 200 mg par jour, ben, vous allez exploser la norme. Est-ce que ça veut dire que c'est dangereux et que vous en avez trop? Non, vous en avez juste en plus que la norme. Vous voyez, donc il y a certains labos, et on peut souligner SYNLAB, LIMS, qui ont revu les normes et qui font des normes santé. Vous voyez, c'est pas parce que les normes de statistiques, moi j'ai trop de bêta-carotène, mais normal, je mange plus de fruits et de légumes que beaucoup de gens. Mais j'en ai pas trop en réalité, vous voyez, donc j'espère que vous me comprenez. Vitamine D, magnésium, un profil des acides gras, l'indice oméga 3, la CRP ultrasensible, qui est cardiotoxique, l'homocystéine, et faire un bilan du fer. Et déjà, si vous avez ça et que vous êtes bien dans les normes santé pour ça, ben, vous pouvez vous prémunir, je pense, d'un risque cardiovasculaire. Et en plus, si vous ne l'avez, si vous n'êtes pas bon à certains, ben, on a des solutions que je viens de vous partager. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez en savoir plus, ben, et que vous voulez pas une formation approfondie, mais en tous les cas une initiation, vous savez, ben, Cédric a dit que j'étais directeur en effet du CFNA et je donne une initiation à la nutrithérapie. Donc je parlerai de ce que je vous ai parlé ce soir et de plein d'autres sujets, du cancer, du surpoids, de la femme, de l'enfant, du sportif. Il reste encore précisément 6 places. Donc, pour ceux qui sont intéressés, parce qu'on accepte, c'est un auditoire, et pour qu'on soit à l'aise, on accepte 110 personnes. Et donc, on est déjà prêt, on arrive, mais il reste encore quelques places pour ceux que ça intéresse, ou qui n'auraient rien compris ce soir et qui veulent peut-être en savoir un peu plus. J'ai aussi écrit quelques livres que vous pouvez trouver. Ils sont tous disponibles chez Nutrilogique, sauf celui-ci qui est en rupture de stock. Il est épuisé. Et donc, pour ceux qui veulent un cursus plus complet, c'est 2 ans. Et je vous annonce qu'on a créé un cursus en France, à Aix-en-Provence, qu'on va démarrer en 2026, avec notamment le docteur Jean-Loup Musset, un oncologue clinicien qui va intégrer notre cursus dans le centre ressources à Aix-en-Provence. Donc voilà, ça se développe et je suis très heureux qu'il y ait de plus en plus de praticiens qui s'intéressent à la nutrithérapie. Voilà. Alors, merci beaucoup, Pierre. Avant de passer aux quelques questions, je voulais simplement aussi vous donner rendez-vous le 1er octobre. Non, octobre, oui. Le 1er octobre pour nous, donc pour les professionnels de la santé. Mais avant ça, le 28 septembre, pardon, il va y avoir un webinaire qui sera fait pour vos patients. Donc, avec Pierre, on a décidé c'est vrai qu'on fait beaucoup de webinaires pour les professionnels de la santé. On s'est dit, tiens, les patients sont souvent oubliés. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose pour le plus grand public, pour vos patients? Donc, Pierre, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, sur ce que tu Oui, prévois en tout cas?
Si vous voulez, moi, je vous donne des formations. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je donne beaucoup de formations professionnelles. J'ai l'école, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir aussi à donner des formations au grand public. Euh, Même pour vous dire, la semaine passée, je suis allé ça, c'est dur hein, quand même. Je suis allé dans une école à Liège et j'ai donné une conférence devant des ados entre 14 et 18 ans, enfin même plus certains. Là, c'est plus. Ouais, ouais. Je le fais, mais en fait, pour vous être honnête avec vous, il y en avait trois devant moi qui dormaient. Donc, c'est des fois compliqué d'essayer d'être dynamique. Et puis, voilà, je le fais certainement beaucoup moins bien que des collègues. Et, et d'ailleurs, vous voyez, je disais, parce que j'ai pas les mêmes références qu'eux, vous voyez, j'ai parlé de Coluche qui disait, si on nous vante de la mer, c'est qu'on achète de la mer, mais en fait, il y a personne qui a compris parce que j'ai pas du tout les mêmes références, eux, ils ne connaissent pas Coluche. Donc, voilà, je donne des Ça sent le cours. cinquantenaire quand même, hein. Ouais. Ça Mais sent le voilà. cinquantenaire. C'est compliqué des fois devant les ados, mais voilà, il y en a qui sont quand même demandeurs et tu t'accroches à ceux-là. Les enseignants me comprennent. Mais tout ça pour dire il y a quand même dans nos patients énormément de personnes qui veulent en savoir plus. Et malheureusement, toutes les formations où vous êtes ici, ben, vos patients n'ont pas pu accéder à cette formation puisque la plupart des labos font des formations pour les thérapeutes. Et je trouve ça très intéressant que Nutrilogique donne aussi l'opportunité de former nos patients parce que on n'a pas toujours le temps de les former. Moi, en consultation, ben voilà, on va à l'essentiel, on a du monde, donc on aimerait des fois. Donc moi, ce que j'aimerais faire, en tous les cas, c'est ce que je vais essayer de faire, c'est que si vous m'envoyez vos patients à cette conférence, ben, je vais essayer de les convaincre et de leur expliquer, en tous les cas, je vais vulgariser naturellement un peu plus que ce que j'ai fait ce soir, naturellement, mais avec quand même des études, hein, parce que c'est important qu'ils voient que toute la micronutrition, tout ce que l'on fait est basé sur la science, hein. Et donc, moi, j'ai l'idée, hein. Vous avez un patient qui prend sa vitamine D, il a pris 3 mois, il a pris son magnésium de 3 mois, le temps qu'il vous a vu, et puis il se dit, ben voilà, comme il ne vient plus vous voir, il n'en prend plus. Et ben, je voudrais essayer que cette formation leur apporte suffisamment de connaissances pour aussi devenir autonome, parce que on n'a pas le temps non plus de voir tout le monde. J'ai plein de patients, moi, qui ne viennent plus. Et je me demande des fois ce qu'ils deviennent. J'espère qu'ils prennent toujours un peu leur complément, vous voyez, mais peut-être et certainement ils ne le prennent plus par méconnaissance. Donc, ça permettrait aussi de former un peu nos patients à pouvoir avoir une bonne connaissance et de savoir comment et pourquoi prendre certains compléments. Donc, voilà. Et naturellement, je vais parler de l'assiette équilibrée, le pourquoi de manger sainement. Et je pense que ça peut aussi peut-être, je l'espère, les remotiver à venir vous voir. Mhm. Rassurez-vous pour ceux qui penseraient, oui, mais peut-être que si j'envoie mon patient, il aura peut-être envie de venir chez vous. Rassurez-vous, je n'accepte plus depuis des années des nouveaux patients. Donc, ça va pour ceux qui diraient donc, moi, le but, c'est vraiment former vos patients et qui restent chez vous et qui, en tous les cas, comprennent l'intérêt, l'intérêt de prendre une complémentation, puisque c'est quand même Nutrilogique qui nous soutient dans dans cette formation. Donc, évidemment, je parlerai de certains compléments. Voilà pour les quelques précisions. Alors, je vais passer aux questions. Nancy qui nous demande s'il y a une opération à cœur ouvert et que la personne est sous Asaflow, pardon. Est-ce qu'on peut remplacer celui-là par de l'oméga 3 ou plutôt combiner les deux? Non, non, parce que là, s'il y a eu opération corps ouvert, il y a plein de cicatrisation à Mhm. faire, il faut éviter l'agrégation plaquettaire, donc là, non. Et je dirais même l'inverse, faites attention de ne pas donner trop de CoQ10, trop d'oméga 3 parce que Asaflo plus vitamine E plus I, ça va faire de trop, ça va? Donc, par contre, quand le cardiologue va dire, bah, OK, on peut diminuer à l'Asaflo, il faut toujours qu'il en ait une bonne fluidité, ben là, il sera toujours temps de prendre le relais avec les oméga 3. Et merci pour votre question, parce que j'en profite pour vous dire que I, CoQ10, oméga 3, ben voilà, avant des opérations, la CoQ10 aussi, hein, ça a été démontré à partir de 600 mg, ça fluidifie un petit peu, donc c'est des choses qu'on arrête chez des gens qui ont des risques de saignement ou des opérations. Voilà. En dessous de 600, ça va.
Donc, non, Alors, ne mélangez pas les deux. Maintenant, en prenant un peu de l'huile de colza dans l'assiette, tout ça, il n'y a aucun souci. Si vous donnez 100 milligrammes de coquille, faites-le, c'est très bien. Mais je veux dire, une gousse d'ail, oui, mais pas 5 gousses d'ail. Vous voyez, donc ça va être aussi dans le dosage, on ne doit pas exagérer. Alors, Evelyne, donc, à qui on recommandera de venir probablement à ta journée découverte, qui nous demande, parce que je suis sûr que tu en parles, les graines de lin broyées, est-ce qu'on peut les broyer à l'avance et les mettre dans le frigo? Ou est-ce qu'il Oui, faut par les facilité, c'est prendre vrai. immédiatement? Alors, ça dépend. Si vous voulez, ça dépend pourquoi on prend. Si on prend les lignes, les graines de lait pour les oméga 3, il va falloir presque les faire minutes pour essayer qu'ils ne rancissent Mhm, pas du tout. Si ce sont des oméga 3 pour la ménopause et qu'on cherche à avoir les lignans, ça, il y a, ils sont pas oxydables, si vous voulez, ils s'abîment pas. Moi, ce que je recommande, c'est déjà, vous ne les achetez pas déjà broyés, parce qu'au magasin bio, vous les avez déjà broyés, et là, on ne sait pas depuis combien de temps elles sont broyées, donc moi, je n'aurais pas mhm. ça. Vous achetez des graines de lait, vous mettez dans le blender, et vous mettez 10 cuillères à soupe dedans. Vous les mixez, ça devient une petite poudre. Vous mettez dans un pot en verre, puisque c'est gras, et vous mettez au frigo. Et comme ça, vous en avez pour la semaine. Et vous faites ça une fois par semaine. Et je pense que ça, c'est un bon compromis. Et vous mettez ça dans un potage, vous mettez ça dans votre yaourt de soja, vous mettez ça dans votre granola, vous mettez ça dans la salade, enfin, dans ce que vous voulez. Ce petit goût de noisette, c'est pas désagréable du tout. Alors, Mireille qui nous demande quel est le taux d'hémoglobine glyquée optimal en fonction de l'âge. Ben, en fait, si vous avez 40 ans, ça doit être en dessous de 5,4. Vous voyez, si vous avez 60 ans, Mhm, ça doit être 10 unités en dessous, plus ou moins. Mais voilà, vous devriez, si vous êtes à 5,9 et que vous avez 40 ans, là, il y a un problème. Ça va? C'est, entre guillemets, plus bas c'est, mieux c'est. Parce que si l'hémoglobine est glyquée, vous pouvez être sûr que vous avez glyqué plein d'autres trucs, hein. Ça va, ça c'est qu'un reflet, mhm, l'hémoglobine. Mais toutes vos enzymes, les anticorps qui sont des protéines, tout, le sucre il se colle à tout, hein. Ça va, c'est ce qu'on appelle la glycation, hein. C'est ce qu'on fait avec quand vous caramélisez, quand vous faites chauffer à haute température, vous mhm. faites une crème brûlée, tout ça, c'est la réaction de Maillard. On sait que c'est toxique, on sait qu'il ne faut pas en manger, mais il y en a ils font maillard à l'intérieur. Ils n'ont même pas besoin d'en manger, hein. C'est maillard tout le temps, hein, parce ils ont trop de sucre dans le sang et donc le sucre, il se colle aux protéines. Et donc, vous imaginez la Mhm. catastrophe que ça donne. Alors Mireille toujours Mireille, ouais, qui nous demande les régimes cétogènes, ce que tu en penses, surtout chez les personnes ApoE2. Euh, ça dépend comment il est fait. Si vous voulez, je viens de Mhm, vous expliquer qu'il fallait pas exagérer avec les graisses saturées dans la santé cardiovasculaire. Je viens de vous dire qu'il fallait pas manger trop de viande. Donc, si c'est un régime cétogène avec plein de graisses saturées et plein de viande, c'est pas génial. Ça va? Ça sera c'est vrai. cétogène, ok, mais vous augmentez les risques cardiovasculaires. Si c'est cétogène et que vous apportez beaucoup d'oméga 3, vous prenez des avocats, que vous prenez pas parce que dans le régime cétogène, on recommande beaucoup aussi la graisse de coco, qui est une graisse saturée, ok, de chaîne moyenne, mais elle est quand même pas bien brûlée dans les mitochondries. Donc voilà, moi je suis pas pour ce régime cétogène-là. Euh, et en tous les cas, les fruits, ça a son sens de les consommer très régulièrement. Donc, je suis pas trop fan, moi. Donc, je suis plus pour, en tous les cas, un régime type méditerranéen. Et avec des glucides, ok, mais tous à faible index glycémique, on est d'accord. Mais je trouve que les légumineuses, le quinoa, tout ça a sa place dans un régime équilibré. Alors Christelle, par les deux questions suivantes, va nous demander où faire ses courses et surtout quelle huile d'olive trouble et verte elle t'a recommandée en dehors de celle de Nutrilogix. Et pour les petits poissons, apparemment, il y en a de plus en plus qui sont cuits dans une friture avant de les mettre dans les bocaux. Donc oméga 3 inexistant. Est-ce que vous avez des marques à nous conseiller? Alors qu'il y a eu des études, hein, sur les. Moi, j'essaie de prendre des sardines déjà en pot en verre. Mhm. Il y a mieux parce que le problème, vous avez les phtalates du coating de la conserve. Et donc, on doit faire attention à ça. Donc, prenez ceux-là.
C'est clair que s'ils sont que à la friture, mais je pense que c'est quand même pas la majorité, enfin je l'espère, mais vous me l'apprenez. Mais quelque chose aussi qui est facile, et ça j'ai oublié de vous en parler, pour avoir des oméga 3 EPA, DHA aussi, c'est de prendre des œufs Columbus. Parce que là, la poule a été nourrie aux graines de lin. Et là, pour avoir rencontré la biologiste de cette société-là, en plus c'est une société belge, j'ai eu l'occasion de visiter une ferme et c'est vrai que tu vois toutes les poules courir et elles ont une nourriture, c'est un peu secret, hein, mais bon, il y a des graines de lin dedans. Et ben les œufs, même quand vous les cuisez à la poêle, même cuit dur, les oméga 3 sont préservés. Et en fait, elle me l'a montré parce qu'il semblerait que c'est suffisamment riche en vitamine E pour protéger de l'oxydation. Donc, il y a des aliments quand même qui sont préservés même de la chaleur, les oméga 3. Et elle disait quoi encore? Oui, L'huile et... Attends, j'ai une Ben petite oui, je sais. notation. Voilà, l'huile, Oui, l'huile, oui. je vous avoue que j'ai plein de patients marocains, moi, et ça fait des années que j'achète plus d'huile. En fait, ils me rapportent. Mhm, J'ai des médecins marocains que j'ai formés, tout ça, et voilà, ils me rapportent, et comme ils font presser leur huile et tout ça, donc, et voilà, je le vois, elle est super goûtue, elle est très piquante, elle est très verte, donc j'essaye d'avoir celle-là, voilà. Et quand je ne l'ai pas, mhm, ben, je prends, comme vous, je vais au magasin bio, je prends la première pression à froid dans une bouteille en verre, j'essaie de prendre ce qu'il y a de mieux. Mais si vous avez un patient que vous savez qu'il en a vraiment besoin, qu'il a besoin d'hydroxytyrosol et que vous voulez vraiment avoir une protection cardiovasculaire parce qu'il est fortement à risque ou il a eu un gros problème cardiaque, ben là, chipotez pas, faites l'investissement de prendre une huile titrée en ces polyphénols. Alors, tout à l'heure, j'ai vu dans le chat que quelqu'un parlait d'une marque euh, de poissons. La compagnie bretonne, apparemment, elles sont extra vérifiées quand même. Mais c'est Nadine qui nous en a parlé tout à l'heure, comme ça, vous savez. Euh, la cocudis, est-ce qu'on la prend plutôt en prise continue ou en cure? Moi, je la prendrai en continu parce qu'en fait, on doit transporter nos électrons tout le temps, on Hmm, doit tout le temps supplémenter en radicaux libres. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que comme j'ai pris beaucoup de QDI, j'ai un stock qui va me protéger dans les mois à venir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, vous pouvez en prendre sur le long terme. Veillez toujours à la prendre avec du grain, parce que ça, c'est une erreur. mhm, Moi, des fois, ça m'arrive, vous voyez, quand j'ai oublié, je prends la coquillise et je prends une bonne cuillère à café ou une petite cuillère à soupe de pâte d'amande, vous voyez, je prends les deux en même temps. Veillez à ça, parce que sinon, il y aura peut-être que quelques pourcents qui va passer dans votre sang. Au prix que ça coûte, c'est un peu dommage, hein. mhm. Donc, Où on peut-on trouver les... continue. Dans Pardon. des pathologies assez graves, voilà, j'ai eu un jeune patient qui a eu un AVC, tout ça, on peut monter jusqu'à des 1000, 1200 milligrammes, hein, ça va? Donc, il n'y a pas de Mhm, limite. Il y a la limite du prix, mais il n'y a pas de dose toxique de la CoQ10. Sauf à partir de 600, elle fluidifie un peu le sang. Donc, s'il y a un médicament fluidifiant, oui, on fait attention. Mais sinon, on peut vraiment des fois en prendre plus. Voilà, dans des fibromyalgies, tout ça, ça m'arrive quand même de mettre un peu plus. mhm. Alors, Hayat nous demande où peut-on trouver les normes santé? Ou quoi? Où peut-on trouver les normes santé? Ah, J'imagine que c'est bah, dans notre inclus dans cursus, ces on gammes. les explique, on les donne. Mhm, Après, à vérifier, mais il y a peut-être d'autres, excusez-moi pour les autres labos, mais de ceux que je connais qui sont les plus avancés, SYNLAB et LIMS ont vraiment fait un travail sur les normes. D'ailleurs, vous le voyez, la vitamine mhm, D, la plupart des labos, c'est en dessous de 20, c'est au-dessus de 20, c'est OK. Eux, ils sont passés au-dessus de 35, je pense. Donc, mhm. ils ont fait ce pas de travailler plutôt avec des normes santé que de statistiques. Vous pouvez les retrouver aussi dans des livres comme le livre de Stéphane Résimon ou, euh, ou encore de Bruno Méret, par exemple, hein, qui est Oui. un très bon bouquin où vous pourrez retrouver toutes ces normes. Euh, est-ce que tu
nous parler. Alors, le problème des oxalates, on a deux personnes qui nous ont posé la question. Est-ce que tu veux en parler? On parle beaucoup d'oxalates dans les trucs santé, ou on se prépare une conférence là-dessus ou quelque chose là-dessus, parce que c'est un Oui, thème parce que je aussi. pense que ça, je sais pas pourquoi ça a explosé maintenant. Enfin, j'ai pas trop Oui. suivi l'histoire, mais moi, voilà, si vous voulez, je prends toujours le bénéfice-risque et Mhm. après, le chocolat noir reste excellent. Et j'ai tellement vu d'études positives, et je vous les ai montrées d'ailleurs ici pour la santé cardiovasculaire, que voilà, le thé aussi a eu une polémique il y a 2 ans, que le thé vert était pas bon. Il y avait, voilà, oui, je pense que dans tout aliment, tout n'est pas aussi pur que ça, et on doit essayer justement de faire avec ce qu'on a et mesurer le bénéfice. Voilà, moi, pendant longtemps, j'ai conseillé du poisson, hein, il y a 20 ans d'ici. Maintenant, Mhm. j'ai changé. Je ne conseille plus du poisson comme avant parce que là, ça ne va plus du tout en faveur, même s'il y a des oméga 3, il y a trop de polluants. Donc là ça a changé. Mais en tous les cas, mais je ne suis pas spécialiste, j'ai pas étudié assez la Mhm. chose que pour vous en parler de manière précise. Mais pour ceux qui le souhaitent, je pourrais préparer avec l'équipe scientifique une vidéo là-dessus. Comme ça vous permettra d'en savoir plus et Je d'avoir un sais peu bien le que point de Jean-Loup vue Missa, avec qui je scientifique. travaille, a fait un Mhm. post où il a démonté ça. Mhm. C'est toujours casse-pied parce que si vous voulez, souvent ces trucs-là sont connus pas parce qu'il y a une étude scientifique dans un journal reconnu, hein, c'est jamais ça, c'est parce qu'il y a sur TikTok, il y a sur ces trucs-là. Ouais, c'est la On technique de la passe. peur, hein. Ben voilà, et ça c'est chiant parce qu'en fait, les gens viennent avec des peurs et il n'y a aucune source scientifique, il n'y a rien du tout, tu vois. Donc, et faites Mhm. attention, vraiment. On m'a encore envoyé un truc, alors on va pas parler de vaccination, mais on m'a encore montré un truc où un collègue, si vous voulez, fait une publication sur les dangers de la vaccination. Et avec l'IA, il faut vraiment être vigilant parce que moi qui lis quand même beaucoup d'articles scientifiques, on voit sur l'article scientifique un homme qui se tient le cœur, une seringue. En fait, là, tu n'as pas besoin de lire. On sait que c'est de la coupe, Mhm. c'est de la fake, tu vois. Mais les gens qui ne sont pas scientifiques comme vous et moi, ben, ils croient, hein. Ils disent, et t'as vu les dangers, t'as vu ce que ça fait? Donc, voilà. Mhm. Et c'est ça qui est dangereux parce que c'est souvent des belles images. Et d'ailleurs, vous n'avez jamais, mais jamais, pour moi qui lis quand même des publications, je n'ai jamais vu une image qui illustrait ça à un homme qui se tient le cœur comme ça avec un article scientifique. Vous voyez, ça n'existe pas. Mais bon, voilà, les gens, ils savent pas, et donc ils partagent ça. Ils disent, t'as vu cette étude-là montrée? Toi, tu es là, tu dois essayer de répondre à ces conneries-là. Et il va en avoir malheureusement de plus en plus, parce qu'avec l'IA, vous faites ce que vous voulez, et donc on va être embêté de patients qui vont dire, hey, j'ai vu ce complément-là, cette vitamine à donner. Enfin, Mhm. pas facile. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a quel sera le thème, ou est-ce que c'est un thème général, des recommandations générales, nous demande Véronique, pour le prochain webinaire pour les patients? Donc, le prochain webinaire pour le thème, c'est ça qu'elle Pour les demande? patients, oui, oui. Alors, Est-ce ça va être, un thème je spécifique vais ou faire ma c'est général? conférence 10 conseils pour une santé optimale. Donc, ça va être 10 Mhm. conseils. Donc, je vais parler, avoir une alimentation à faible index glycémique, une alimentation anti-inflammatoire, avoir une bonne flore. Enfin, les poids les plus importants que j'estime qu'on doit partager. Et de là, je vais y greffer certains micronutriments et certains compléments qui seraient intéressants d'avoir. Quotidiennement. Et je vais pas aller dans la pathologie et tout ça. Et d'ailleurs, si on a des questions à la fin, je leur dirai d'aller vous voir Mhm. s'ils ont des questions Je plus vois, oui. précises. Mais je vais être très général pour aussi leur montrer. Parce que, voilà, nous, on n'a pas trop de mal à manger sainement parce qu'on sait pourquoi, vous voyez. Donc, Mhm. il y en a beaucoup qui ne savent pas pourquoi. On a encore, à l'heure actuelle, des gens qui disent non. Je vous le promets, hein, j'ai encore des patients qui me disent, ah oui, mais mon fils, il peut manger ce qu'il veut, il ne grossit pas. Tu vois, on en est encore là, hein. Donc, comme le gamin, il a la chance de ne pas grossir, il peut bouffer des conneries du matin au soir. Tu vois, il sera en bonne santé. Enfin, non. Donc, on a encore du travail pour expliquer l'impact de la nutrition sur la santé en général, pas que sur un équilibre. Mhm. Eh bien, un grand merci pour toutes tes explications, Pierre.
Ce que je vous propose, bah, c'est qu'on se retrouve très prochainement, hein, le 28 ou le 1er du mois prochain, pour continuer ces belles aventures. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Salut Pierre, à bientôt. Merci Cédric, bonsoir tout le monde.